Du coup, moi, je m'appelle Mathieu. J'ai cofondé la société Payapat il y a de ça 3 ans maintenant, en janvier 2020. Et aujourd'hui, Payapat, c'est plus de 500 établissements partenaires partout en France et en Belgique, parce qu'on a développé une filiale en Belgique. Et pour un total en 3 ans de 4,5 millions de pailles vendues. Salut à toi, cher bâtisseur, chère bâtisseuse, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs en indépendance. On est ravis de te retrouver aujourd'hui. Je suis Hugo Marquet. On est sur notre chaîne avec Thierry et puis Mathieu. Mathieu, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est ravis de te Merci. retrouver aujourd'hui. Format très spécial. Qui n'est pas innovant, hein, clairement. On change des choses sur cette chaîne, comme vous le savez. Et on a décidé récemment de commencer à interviewer des personnes très inspirantes. On a parlé d'inspiration dans un podcast entrepreneurial la dernière fois. Et on s'est dit que ça serait hyper intéressant en fait de s'ouvrir à un écosystème qui est beaucoup plus large et qu'on pense. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec Mathieu, fondateur de Payapat. Comment tu vas, Mathieu? Eh ben, écoute, ça va très bien. Merci. Merci pour l'invitation à tous les deux, en tout cas. Avec grand plaisir. Comment tu vas, Thierry? Ça va très bien, il fait super beau, on a un nouveau guest, on commence un nouveau format, tout est C'est clair. génial. C'est clair. Non, on est très, très content et moi particulièrement parce que je connais Mathieu depuis presque un an. C'est une machine dans son domaine. Et ça me fait très, très plaisir de l'interviewer parce qu'il a plein de choses à nous apporter. Et j'espère que ça va vous apporter de la valeur et ça va vous inspirer à passer à l'action parce que, on vous le rappelle, l'objectif, c'est quand même de passer à l'action. Et donc, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, en 3 minutes? Du coup, moi, je m'appelle Mathieu. J'ai cofondé la société Payapat il y a de ça 3 ans maintenant, en janvier 2020. L'objectif de Payapat, c'est de commercialiser des pailles en pâte sur le secteur des cafés, hôtels, restaurants. J'ai monté ma première entreprise, j'avais 18 ans tout juste. Euh, et puis, j'ai fait, donc, pendant mes études, et j'ai continué mes études, du coup, jusqu'au bac+5, où j'ai pu te rencontrer, Hugo, cette année, en dernière année de master à l'école du coup IRIG, et me voilà bientôt fraîchement diplômé comme toi, et je Oh, vais pouvoir il nous reste encore 5 mois quand même. ouais, il nous reste encore 5 mois sur le papier, mais c'est quasiment fait. C'est plus proche de Et la du fin. Ouais. coup j'ai pu créer mon entreprise pour créer mon emploi en sortie d'études. Ça m'a pris 3 bonnes années quand même, Incroyable. mais c'est fait. Trop bien. Trop bien. Et du coup, lancer une entreprise à 18 ans, c'est un peu fou, enfin c'est vraiment pas la majorité des gens, donc qu'est-ce qui toi t'a poussé à faire ça justement, à faire ce choix? Et pourquoi cette entreprise? Alors je pense que quand tu dis c'est pas la majorité des gens, j'étais un peu d'accord avec toi jusqu'à ce que je me lance, et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui se lancent pendant leurs études. Juste on les voit pas forcément D'accord. parce que c'est des activités un petit peu plus discrètes, on va dire, où on n'est pas sur une start-up qui cartonne comme on a l'habitude de voir, etc. Mais c'est toujours des petits projets un petit peu qui se montent. Et moi en fait c'est venu de ma première année d'études. De base, moi à la sortie du bac, je voulais faire architecte, donc D'accord. vraiment rien à voir, Ah ouais, et c'est vrai. Oui. aucune école d'architecture n'a voulu de moi. Et Ah, je me suis OK. retrouvé en école de commerce un petit peu par défaut, mais en même temps pas tant que ça, parce que tout le monde autour de moi me disait que le commerce m'irait bien. Et du coup, pendant cette première année, il y avait pas mal de petits challenges, etc., avec toute la promo, et de challenges sur des projets, sur des projets fictifs, bien évidemment. Et bah, ça m'animait bien. J'aimais bien le concept, j'aimais bien tout ça, et je me suis dit, bah, j'ai du temps libre en dehors de mes cours. Comment je pourrais l'optimiser au mieux pour que ce temps, en fait, il serve à quelque chose? Parce que je payais une école de commerce 10 000 euros l'année, Ah oui, mais j'y effectivement. étais réellement que 20 heures par Mmh. semaine. Et ça me faisait un petit peu bizarre de me dire, OK, je paye très cher, j'apprends plein de trucs, mais Mm. je pense que je peux aller encore plus loin. Et OK. j'avais l'envie de monter un projet que j'appelais vraiment un projet. J'appelais pas du tout ça de l'entrepreneuriat. Ah ouais. Et c'est en sortant dans un bar un soir où j'ai découvert des pailles en pâte fabriquées de manière artisanale. Euh, et avec des amis, on est tombé là-dessus, et on s'est dit, mais attends, mais le concept est génial. J'ai parlé avec le barman, je lui ai dit, mais pourquoi déjà? Parce que là, à l'époque, on était en 2018, donc du coup, les pailles Ouais. en plastique étaient encore autorisées. Mm. Et je dis, mais pourquoi t'as ça? C'est quoi déjà? Et donc il m'explique que c'est plus écologique qu'une paille en plastique, que lui il veut faire cette démarche-là. Mais par contre, il est obligé de le faire fabriquer par un traiteur à Lyon de manière artisanale, et ça lui coûte super cher.
Ah oui, d'accord. Et je garde ça dans un coin de ma tête. Et je me dis, ok, c'est cool, le concept est sympa. Je suis prêt à retourner dans ce bar juste pour ces pailles-là parce que c'est plus écologique qu'ailleurs. Et puis dans ma campagne, de toute façon, on n'a pas des milliards de bars, donc go pour celui-là. Et quelques mois après, j'ai vu un article en fait passer sur Facebook qui expliquait que les pailles en plastique allaient être interdites. Et bah là, il y a deux fils qui se sont connectés. Et je me suis dit, bah peut-être que celui-là, peut-être que c'est ça en fait mon projet pour l'instant. Et je me suis lancé au début avec une auto-entreprise en me disant, voilà, on verra bien, j'achète un premier stock, je le revends, et puis au pire du pire, l'argent que je mets dans cette société, eh ben, c'est un complément, un plus à ma formation initiale en école de commerce, et ça va m'apprendre à vendre, ça va m'apprendre à développer certaines compétences, etc. Donc, et voilà. Et c'est En comme vrai, ça que c'est parti. c'est complètement ouf. Mais est-ce que, enfin, tu dis que tu avais envie d'utiliser un petit peu ton temps en plus de ton école de co parce que tu avais du temps dégagé, mais est-ce que tu avais prévu de faire ce projet-là? Enfin, est-ce que tu cherchais à faire un projet entrepreneurial, même si tu appelais ça pas forcément un projet entrepreneurial? Est-ce que tu cherchais ou est-ce que tu es vraiment tombé dessus? Ça t'est tombé quasiment sur le coin de la figure, tu vois? Et tu t'es dit, bah, je réfléchis pas, tu vois, je me lance. Bah, en fait, il y avait eu, ce que très peu de monde sait, c'est qu'il y a eu un premier projet avant Paille à Pâte. Oh, On est curieux. Mais qui n'a jamais vu le jour. Mais il y a eu un avant Paille à Pâte, en fait. C'était le tout premier jour en école de commerce. On nous demande, par groupe, en fait, d'importer un concept qui n'existe pas en France et de l'importer et de faire toute une étude un petit peu de marché, savoir si ça pourrait marcher en France et convaincre un jury que ça peut marcher en France. wow. Ok. Et ce projet, c'était un abonnement pour les bars qui existent aux États-Unis où pour $10, chaque jour, tu as une boisson offerte dans tous les bars partenaires. Et du coup, je baignais un petit peu dans ce milieu de CHR, enfin de café, hôtel, restaurant, tout Ouais, ça. ok. Et j'avais poussé un petit peu le projet jusqu'à me rendre compte qu'il me fallait 100 000 euros et qu'à 18 ans, j'étais pas du tout prêt à faire ça. Et après, il n'y avait pas de recherche à proprement parler, mais j'avais compris comment être à l'écoute en fait de ce qui m'entourait pour potentiellement trouver une idée. Ok. C'est-à-dire que je m'étais D'accord. mis dans une forme de, pas une mindset, mais un petit peu dans une forme d'écoute active de tout ce qui pouvait m'entourer pour, si jamais demain une opportunité se présentait, j'étais prêt à l'accueillir, l'analyser et potentiellement, pourquoi pas, par la suite, la lancer. Et donc, c'est ce qui s'est passé après avec les pailles. En vrai, c'est ouf. Ouais, Et c'est incroyable. ça me fait plaisir parce que du coup, c'est quelque chose que pas grand monde ne sait. Et même moi, je le savais pas. Et donc c'est trop cool Ouais, parce c'est une que petite exclue. c'est une excuse. Ouais. Et alors, du Mais coup, c'est trop bien. En Ouais. fait, en une seule journée, avec un tout début d'année de commerce, Mm. tu as réussi déjà à changer ta façon de voir les choses pour te permettre ensuite d'aller vers d'autres projets. Et c'est de là que vient en fait la création de ton entreprise. Je trouve ça assez dingue parce que du coup, ça veut dire que tu percutes quand même assez vite. Ouais, c'est clair. Mais quelque part, tu étais presque destiné à faire ça en fait. Alors, je sais pas si j'étais destiné parce que je pense, avec le recul aujourd'hui, maintenant que je suis lancé, maintenant que les choses ont pris une autre ampleur, je me Ouais. rends compte qu'il y avait des petits signaux faibles, en fait, dans mon adolescence, à ma sortie d'études, enfin, à mon entrée en études supérieures et sortie de bac. Je me rends compte qu'il y avait quelques signaux faibles qui pouvaient me dire, OK, déjà, l'architecture, j'ai bien fait de pas y aller, premier point. Et deuxième point, l'entrepreneuriat, c'est arrivé, si tu veux, c'est pas arrivé le jour où j'ai découvert que les pailles en plastique allaient être interdites, tu vois. Ouais. Ça s'est mis en place petit à petit sans que je m'en rende compte via un challenge en première année d'études où ça m'a vraiment ouvert les yeux. Mm. Mais je pense qu'il y a eu un petit truc avant, plein de petits trucs avant qui ont fait que, le jour où ça s'est arrivé, ouais, je me suis lancé dans cette dynamique de ce challenge. Et après, de là être prédestiné, je sais pas, parce que je Ouais. pense pas que l'entrepreneuriat soit dans l'ADN. Mais par contre, il y avait plein de petits signes qui faisaient que on D'accord. pouvait s'en douter, mais je m'en doutais pas, bien De évidemment. toute façon, une action comme ça, c'est toujours la résultante en fait de plein de Ouais. choix précédents. Et Exactement. souvent, ça. quand on est de l'extérieur, on voit que le résultat final, mais on voit pas tout ce qui s'est passé chez toi, soit dans ta tête, soit le travail que tu as fourni. C'est un petit peu, tu sais, comme les chanteurs où tu les découvres une fois qu'ils sont déjà connus. Tu sais pas d'où ils sortent, tu as l'impression que c'est un génie, mais en fait, lui, ça fait peut-être 15 ans qu'il chante. C'est ça, c'est totalement ça. Et puis c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'il y a eu entre le moment où on a monté la SAS et le moment où j'ai eu l'idée de lancer le projet, Oui, il s'est quand même écoulé un an, tu vois. Et un d'accord. an où c'était juste du travail dans ma chambre de 18 mètres carrés, ma chambre étudiante, et ça personne le voyait. Ouais. Communiquer Bien sur sûr. LinkedIn à l'époque c'était impensable et encore Ouais. moins avant d'être lancé.
Et donc, du coup, pendant ces 1 an, c'est ça, le jour où, en fait, je me suis lancé, il y en a beaucoup qui se sont dit, waouh, il monte une boîte, comment il fait à 18-19 ans pour monter une SAS, etc. Mais en fait, derrière, c'est pas venu comme Oui, ça, quoi. il y a C'est énormément de des années préparation et de travail. avant. Voilà, Ouais. il y a le travail d'1 an et il y a aussi tout ce que j'ai pu apprendre avant, tout ce qui m'a emmené, en fait, à entreprendre. Comme tu dis, en fait, c'est un long chemin qui t'emmène au passage à l'action. D'accord, je comprends. Et donc pour juste nos auditeurs, est-ce que tu peux présenter un peu Payapat parce qu'on est rentré dans le vif du sujet, tu vois, direct en mode comment ça t'est venu l'idée tout ça, mais juste pour resituer un petit peu sur ce que tu fais et voilà le projet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, paille à pâte, c'est du coup une société qui commercialise des pailles en pâte. La paille en pâte, c'est une paille qui a pour but de remplacer donc du coup le plastique interdit, mais aussi toutes les autres solutions en fait qu'on a eu type carton, etc., qui sont importées d'Asie, qui sont polluantes, qui peuvent même être cancérigènes du fait des produits qu'on peut trouver dedans. Et nous, on a voulu en fait proposer une paille écologique et naturelle, c'est-à-dire on a uniquement des produits naturels dedans, donc de la semoule de blé dur et de l'eau et surtout fabriqué en Europe. Ça, c'était un point qui était très important pour nous et on voulait pas en fait solutionner le problème du plastique pour en créer un autre qui est l'émission des gaz à effet de serre via le transport. Tu vois. Oui. Donc du coup, on a inclus ça dans l'ADN de Paille à Pâte et aujourd'hui, Paille à Pâte, c'est plus de 500 établissements partenaires partout en France et en Belgique parce qu'on a développé une filiale en Belgique et pour un total en 3 ans de 4,5 millions de pailles vendues. C'est Et, énorme. et un des projets qu'on a en cours, du coup, c'est de aller encore plus loin que le Made in Europe en proposant du Made in France, en montant notre propre ligne de production internalisée en Auvergne-Rhône-Alpes, donc en France, avec du blé Wow. français, etc. Donc là, on est en train d'essayer de monter une usine pour Trop bien. produire nos propres pâtes et continuer notre distribution partout en France et en Europe. Il y a tellement de choses folles dans ce que tu as dit en 2 minutes que j'ai envie de m'arrêter sur chaque point. Oh, franchement, moi je trouve ça incroyable. Mais Bon, déjà je- bravo, hein, franchement, ouais, c'est franchement, Merci bravo, beaucoup. c'est c'est incroyable. Et Euh, tu peux donner des chiffres un petit peu, juste chiffre d'affaires et tout ça ces Ouais. dernières années? Chiffres clés. Donc du coup, on a clôturé notre 3e bilan. Donc, on a commencé en 2020. Donc, Ok. la semaine de lancement était programmée le 17 mars 2020, le début de notre commercialisation. Et Monsieur le Président en avait décidé autrement et le Covid aussi. Je suis mort, Donc, on a putain. dû repousser un peu. En 2020, on a travaillé 4 mois, donc de juin à septembre, quand les bars ont été ouverts en fait. Et on a fait 21 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, 21 ou 22 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand même. Hein. ok. La 2e année, on a fait 53 000 euros de chiffre d'affaires avec une année qui était encore marquée par le Covid et qui a commencé, notre bilan a commencé avec la dernière vague de Covid qu'on a eue et elle s'est terminée par la guerre en Ukraine. Donc là, on a réussi quand même à faire 53 000 euros au milieu de tout ça. Et le dernier bilan là qu'on a clôturé, faut que je regarde, mais je crois qu'on est à plus de 70 000 euros. En fait, on a une croissance à peu près, on avait fait x2 la première année et là, on a encore augmenté de 25 000 euros. Et cette année, on prévoit de finir à 110 ou 120 000 euros à la fin du bilan. D'accord, c'est quand même Donc une petit à belle petit. progression linéaire. Ouais. Ouais, on essaye. C'est très compliqué. En fait, très vite, on franchit un gap qui fait que on fait plus du x2 chaque année. Hein. La Eh première oui, année, on bien a fait sûr. un x2, mais voilà. Mais step by step, vu qu'en plus on a de la récurrence dans notre secteur d'activité, les gens une fois qu'ils ont plus de paille, ils nous en rachètent. Oui. Ça nous permet d'avoir un petit peu de récurrence d'une année sur l'autre, et donc c'est Ouais. comme ça qu'on progresse en fait de 25 000 par 25 000, et espérons plus D'accord. vite dans les prochaines années. Bien sûr. Et en plus, le fait de t'être un petit peu ouvert au marché international, même si c'est très proche de la Belgique, en fait, ça t'apporte énormément de clients potentiels. Donc ça, c'est un très bon coup, je trouve. C'est ça la Belgique. En fait, on y allait un peu par opportunité, mais vu que la loi en fait contre le plastique à usage unique est passée partout en Europe, notre terrain de jeu en fait sur le papier c'est l'Europe. Après, il faut pas non plus se disperser et aller un peu n'importe où. Mais la Belgique, c'était vraiment un secteur, un marché qui était très attractif pour nous. On avait beaucoup de demandes, mais on pouvait pas livrer, de manière efficace en Belgique. Ça coûtait trop cher de livrer depuis la France. Et donc, du coup, à un moment, j'ai dit, ok, allez, on y va, on fait les choses aussi bien qu'en France. Et aujourd'hui, la Belgique, ça représente 15%, je crois, de notre chiffre d'affaires annuel. Top, Donc, ça a déjà pris une belle part. Hein. Ouais, c'est déjà une belle part de marché. Et puis surtout, c'est un marché qui a plus les moyens qu'en France. Donc, ils sont prêts à le payer un tout petit peu plus cher. Nous, on a les mêmes prix qu'en France, mais ils négocient beaucoup moins le prix.
Et donc, D'accord. ce qui fait qu'on conserve bien nos marges. C'est une meilleure clientèle en plus. Et attends, C'est il y a un ça. truc qui vient de me venir, mais des pâtes, l'Italie, est-ce que tu veux aller en Italie? Non, en fait, on n'a pas du tout, on n'a pas l'ambition ni la prétention de dire qu'on va réussir à vendre des pâtes italiennes à des Italiens en étant français. Et puis, le marché italien est très, très, très complexe. Et en fait, je pense qu'on n'aurait pas une réelle valeur ajoutée. Enfin, ils pourraient très bien reprendre notre cahier des charges et la produire. Aujourd'hui, la problématique qu'on a en France, en Belgique et dans d'autres pays, c'est que tu n'as aucune usine de prod qui est capable de produire des pailles en pâte. D'accord. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on était obligé de les importer depuis l'Italie. Mais en soi, en Italie, ils ont la solution. Donc, pourquoi ils l'achèteraient à des Français, tu vois, qui en plus les fait produire chez eux actuellement. Ouais, mais en fait, ça marche pour tout, cet argument. Je veux dire, regarde toutes les industries particulières qui se trouvent dans des pays, c'est pas forcément là où ils vendent le plus. Je vais prendre Ouais, par exemple l'import de voitures, tu vois. C'est pas là où les voitures sont le plus construites qu'elles sont le plus vendues forcément. ouais, Donc, je vois ce que tu veux dire. Après, les Italiens, tu sais, la pâte pour eux, il y a ce que j'expliquais et il y a aussi ce facteur-là, c'est que la pâte pour eux, c'est sacré en Italie. C'est vraiment, c'est pas une blague en fait, c'est vraiment très sacré. Et l'utiliser en tant que paille, pour eux, c'est pas un blasphème, mais ah oui, presque. c'est un peu dénaturé le produit. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok, je comprends. Et puis le marché italien, en plus, c'est très, très, très complexe entre le sud et le nord de l'Italie. C'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout Oui, la même manière de faire du commerce. Et les solutions logistiques sont beaucoup moins développées qu'en France et en Belgique. Parce qu'il y a d'accord. aussi ça, hein, il y a Mm. vendre le produit, c'est bien, mais il y a aussi aller le Ouais, il faut livrer. pouvoir le distribuer. Mm. C'est ça, faut pouvoir le distribuer. Et en Italie, c'est beaucoup trop complexe. En plus, c'est une langue qu'on parle pas et que mon équipe ne parle pas non plus. Donc D'accord. voilà. Ok, Pour l'instant, on se concentre principalement je sur ces deux comprends. pays qui sont la France et la Belgique. Et donc, tu disais que tu avais vendu 4,5 millions de pailles en 2022, du coup, Non, en 3 ans. en 3 ans, ok. Ouais, Et la taille du marché, en fait, globalement, c'est quoi, elle est énorme. Ah ouais. C'est 6 Pour millions de pailles tu vois, par qu'on se rend jour. compte. 6 millions de pailles par jour. Waouh. Ouais, en Ok. France. En France, c'est 6 millions de pailles qui sont consommées par jour. Et en Europe, c'est 100 millions par jour à peu près. Bon, bah au moins tu as la possibilité de te Ah, mais développer to the moon, quoi. le marché est immense et en plus, on a la chance d'avoir la loi qui va dans notre sens Ouais, c'est Oui, parce clair. que plus ça va, plus en fait, il y a déjà le fait d'avoir interdit les pailles en plastique, mais plus ça va, plus elle resserre. C'est-à-dire qu'au début, tu avais le droit d'avoir des pailles 50% de matière naturelle, 50% de mmh, plastique. Mm. Ça, c'est fini. Maintenant, ça doit être 100% de matière quasi naturelle qui doivent être biosourcées au moins. Donc que de la d'accord. matière, pas de plastique déjà. Mm. Et elle se resserre encore plus, c'est que maintenant l'usage unique doit être compostable. Donc Ah tu as oui, plein de pailles qui ne le sont pas, qui sont recyclables bien mais qui sûr, sont oui. pas compostables. Mm. Donc en fait, plus ça va, plus ça se resserre et à terme nous nos prévisions, c'est qu'on arrive sur des pailles où il restera plus que la paille en carton ou en papier, la paille en pâte et éventuellement un autre ou deux autres types de pâtes si on arrive de paille pardon, si on arrive à trouver des formulations pour que ce soit Ouais, toujours avec des produits ouais, naturels. ouais. D'accord. Mais l'avantage, de la paille en pâte par rapport à la paille en carton ou en papier, enfin moi je les ai vus parce que dans les bars tu les as maintenant les pailles en carton. En fait, au bout de quelques minutes, ta paille elle est défoncée. C'est Ouais. hyper désagréable à mettre en bouche. Mm. Donc je pense que vous avez un avantage concurrentiel. En plus, vous êtes quand même assez connu, vous êtes mis en avant pas mal sur, beaucoup de réseaux. Vous avez déjà un historique, donc en fait, vous avez toutes les cartes dans vos mains pour, évoluer énormément. Là, c'est super Ouais, pour vous, en fait. c'est clair. Bah, c'est ça, ça a mis un peu de temps parce que bah voilà, comme tu dis, fallait se faire connaître, fallait Ouais, bien puis sûr. au début, les premières années, c'était plus de la sensibilisation qu'on faisait, c'était faire découvrir le produit de la paille en pâte. Aujourd'hui, la paille en pâte, elle est de plus en plus connue. Il y a moins l'effet de surprise de ah tiens, c'est quoi cette paille? Ah, elle est en pâte, ah, bah je connaissais même pas et tout. Non, les gens aujourd'hui, ils savent à peu près que la paille en pâte existe. Mm. Maintenant, il y a nous, nos clients, c'est pas les consommateurs. Et c'est là tout l'enjeu de paille à pâte, c'est que les consommateurs, tu leur tends une paille en pâte, une paille en carton, ils vont choisir la paille en pâte, comme tu dis, Oui, c'est parce clair. que elle va tenir plusieurs heures comparée à la paille en carton qui va tenir quelques minutes. Mm. Elle est plus écologique, elle répond beaucoup plus aux enjeux de la société qu'une paille en carton qui est importée d'Asie, plein de colle et de colorants. Donc aujourd'hui, cette sensibilisation-là, elle est terminée parce Mm. que les gens savent ce que vaut une paille en carton et ce que vaut une paille en pâte. Maintenant, nous, notre client, c'est le bar. Et le Mm. bar, aujourd'hui, il veut aller au moins cher. Et c'est là où on Ouais. essaye de se batailler un peu. Il y en a certains qui font l'effort.
Mais c'est pour ça qu'on a majoritairement des pailles en carton importées d'Asie. C'est que aujourd'hui, c'est moins cher, forcément. Ouais, bien sûr. C'est quoi la différence de prix entre une paille en pâte et une paille en carton? La différence de prix, c'est une paille en carton en moyenne, ça va être 2 centimes l'unité, et la paille en pâte en moyenne, ça va être 3,5 centimes. D'accord. Donc Mais effectivement, il y a un gros delta financier quand même pour le. c'est ça. pour le Multiplié patron par du- les millions dont on peut parler, l'écart, il est immense. Ouais, Là, comme ça, on dirait pas. On dirait, allez, 1,5 centime de plus, c'est quoi? Mais un bar, Ouais, il va en c'est consommer des jeux 300 000 d'échelle, à donc l'année. forcément. Ouais. C'est ça. ouais, c'est clair. C'est ça. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas l'information, un jeu d'échelle, en fait, on en parle énormément dans les industries parce que quand tu as 1 centime qui change entre un produit et un autre, si tu en vends 2 millions, en fait, c'est 2 millions d'euros. C'est 20 000 euros, pardon. J'arrive pas à faire les calculs. Hyper intéressant. Et du coup, en termes de concurrence, est-ce que Payapa, tu as des concurrents directs ou tu es tout seul sur le marché? Au début, quand je me suis lancé, parce que vu qu'en fait, j'avais gardé l'idée de la paille en pâte dans ma tête, elle tournait un petit peu toute seule, si tu veux. De me dire, OK, c'est une paille, avant que la loi passe, je te parle. C'est, OK, la paille, elle existe, elle est bien, elle pourrait te plaire, mais en même temps, la paille en plastique, ça coûte rien. Donc, tu vois, ça tournait un petit peu tout seul. Et au moment, en fait, où la loi passe, je me rends compte que mon cerveau, il a un petit peu travaillé tout seul. En fait, il l'a fait mûrir, cette idée. Donc, je me suis lancé 2 mois, je crois, après que la loi soit passée, ce qui est ultra rapide. Ouais, Donc c'est j'étais c'est à clair. l'époque le premier. J'étais le C'est premier ouf. à vendre des pailles en pâte en France, à avoir C'est- développé une marque de pailles en pâte, etc. C'est Et ouf. 6 mois après mon lancement, on a Panzani qui s'est lancé aussi, une petite marque aussi, pas très connue, mais avec une grosse capitalisation quand même. Mais il y a Apparemment. Panzani qui s'est lancé et qui a lancé les Panza pailles, Ok. qui a très bien, qui a aussi très bien fonctionné, mais sur des réseaux de distribution différents, parce que eux, ils revendent, enfin, ils commercialisent uniquement à travers de revendeurs distributeurs, là où nous, on a quand même le contact avec les CHR Ah oui. et où Ouais, on ouais. traite en direct avec eux. Et au Alors, niveau des chiffres, ouais. Panzani en a vendu 10 millions en 3 ans, et nous, on en a vendu 4 500 000 en s'appelant paille à pâte. Donc ça D'accord. va, on n'est pas trop Ouais, à la ouais, traîne ouais. non Pas, plus. pas déconnant. Par rapport à la force commerciale qu'ils ont, à l'expérience, ça. au réseau de distribution, je trouve ça C'est clair. énorme ce que C'est vous ça. avez fait. Hyper honorable. Et du coup, c'est HR quand même pour les gens, parce que même moi, je savais pas ce que c'était. Est-ce que tu peux définir un peu? Ouais, les CHR en fait c'est tout ce qui va être café, hôtel, restaurant et plus largement en fait tout ce qui va être débit de nourriture et de boissons de la restauration hors domicile. Ok. Donc Ok. voilà, c'est très Merci pour large. cette précision. Je vous en prie. Ok, je reviens sur un des trucs que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui vous avez 500 partenaires. Comment on fait pour avoir autant de partenaires? Alors j'imagine bien qu'il y a l'historique, ça fait un moment que vous êtes sur le marché maintenant, mais comment vous avez commencé? Comment vous avez continué? Et aujourd'hui, quel est votre plan pour la suite, si tu veux bien le dévoiler? Ouais. Donc 500. Alors il faut faire la différence entre établissement partenaire et client. Oui, Réellement, on a 200 clients, mais vu que certains clients ont plusieurs établissements, au total, ça fait 500 établissements dans lesquels on est. d'accord. Voilà. Au niveau de la recette magique pour avoir ça en 3 ans, on a eu un gros boom au lancement parce que tout le monde cherchait des alternatives aux pailles en plastique. Et donc, D'accord. en fait, on arrivait juste de dire, OK, la paille en plastique, elle va être interdite. Tiens, nous, on a cette paille-là. Donc, c'était beaucoup plus facile à convaincre. Après, ça s'est un peu Ok. freiné parce que ils avaient déjà trouvé une solution Ouais. et ils n'avaient pas forcément envie de changer. Tu vois, ils étaient dans la légalité, ça leur coûtait pas trop cher. Hop, basta. D'accord. Mais nous, ce qu'on a fait principalement pour notre prospection commerciale, et on a contre vents et marées, parce que tout le monde nous a dit que sur les cafés, hôtels, restaurants, ça ne marchait pas. Ce qu'on a fait, c'est du Classique, code ça. mailing. On a fait de la prospection automatisée par mail sur des bases de data qu'on scrapait ou qu'on achetait. Donc scraper, en fait, c'est des logiciels qui vont sur Google et tous les sites internet référencés avec le mot-clé bar, boisson, cocktail, etc. Et en fait, c'était un outil qui passait rapidement sur les sites et qui extirpait toutes les adresses email présentes sur le site internet. Ok. Et donc, la première année, quand on a commencé notre commercialisation, on avait une base de données de 20 000 emails et on a lancé de la prospection automatisée. Le truc un peu fun, c'est que normalement, l'anecdote un peu fun que j'ai là-dessus, c'est que normalement, la prospection automatisée t'envoie 200, 300, 400 mails par jour, pas plus. Ouais. Vu que j'étais un newbie, un débutant, je me suis planté dans les programmations de ça. Oh Et merde. en fait, sans faire exprès, le jour de notre lancement, quand les bars ont réouvert, j'ai envoyé les 20 000 mails d'un coup.
Putain. Oh la vache. Sachant que dans l'email, on proposait un échantillon gratuit pour tester avant l'achat. Oh putain. D'accord. Et en une journée, j'ai dû lancer ça à 9h du matin. J'ai appelé mon associé ensuite en lui disant je crois que j'ai fait une merde. Oh putain. Mais en une journée, on a eu 800 leads entrants qui étaient intéressés pour C'est en savoir énorme. plus, savoir le prix, etc. Ouais, mais du coup, ça fait 800 leads à gérer en moins de Ah ouais, tu peux quelques pas jours. tracher, en fait. Voilà. Donc, C'est effrayant. Et voilà. t'as Mais géré comment ça? bah, j'ai pas dormi. J'ai fait ça toute la nuit. Je faisais des petites siestes un petit peu pour gérer un petit peu tout le monde. Et Ouais. puis, Ah, la vie d'entrepreneur. ouais, bah ouais, surtout quand on fait une connerie comme celle-là. Ah la vache. Mais voilà, la première fois, on a fait comme ça, la première année. Et après, j'ai étalé 200, 300 mails par jour. Mais parce D'accord. que, en plus, quand tu fais du cold emailing, donc normalement, t'es censé y aller étape par étape. Je veux dire, si tu fais 20 000 d'un coup, en fait, quasiment ton adresse mail est considérée comme spam, non? Ou alors t'avais chauffé ta boîte mail avant? Non, on l'avait bien chauffé avant. Ok, On ouais. l'avait bien chauffé avant. Et Est-ce que vous pouvez expliquer ce terme? ouais, alors chauffer l'adresse mail, en fait, t'as des sites aujourd'hui ou des logiciels qui permettent d'envoyer des mails à d'autres emails génériques qui, Mhm. en fait, montrent à Google que ton adresse email, elle est utilisée. En D'accord. fait, l'idée, c'est d'envoyer à Google le fait que tu fais pas des campagnes d'emailing automatisées. Ouais, d'accord. Le but, c'est de montrer un peu patte blanche en disant, bah, regarde, mon adresse mail, elle sert déjà à envoyer des mails à tel organisme. Et en fait, c'est ça, faire chauffer l'adresse email, D'accord. en c'est fait, la faire tourner un peu t'évites de en passer amont. de 0 à 20 000 pour éviter d'être bloqué. C'est exactement, ça, d'être considéré comme spam et de directement aller chez Google dans la catégorie spam de ta boîte mail, quoi. c'est Et ça. D'accord. Sachant que pour éviter ça aussi, il faut jamais prendre, bien évidemment, si c'est un conseil que je peux donner, il faut jamais prendre son propre nom de domaine à soi. Parce que sinon, ça bloque toutes Ouais. les adresses mail Eh de oui. l'entreprise. Ouais, D'accord. C'est-à-dire que au lieu d'envoyer les mails avec @payapat.fr à la fin pour des campagnes d'emailing, nous on a paille-en-pat.fr. Ok. Et c'est un autre nom de domaine qu'on a acheté et qui nous sert uniquement à ça. Ce qui fait que si Ok. demain on C'est finit une en très bonne spam astuce. chez Google, Mm. nos adresses mail Payapat avec lesquelles on échange avec nos clients, elles continuent de tourner, quoi. D'accord. Ok, c'est une C'est- super bonne astuce. C'est une super bonne astuce et on rentre dans le beaucoup plus concret pour ceux qui nous écoutent. Et c'est hyper intéressant parce que là, le cold emailing, c'est une forme de prospection. Prospection, ça sert à, si tu veux, à avoir des leads, donc à avoir des potentiels clients. Et ça, c'est une des méthodes qui existent pour justement avoir ces potentiels clients. On va parler avec des mots simples parce que, en fait, quand tu crées une boîte, les clients ils ne viennent pas à toi comme ça, tu vois. Au bout d'un moment, faut aller les chercher quelque part. Même si là, Mathieu, il a créé une boîte qui est quand même dans un marché ultra niche, tu vois. C'est pas pour autant que les CHR ils vont venir et dire est-ce qu'on peut avoir des pailles en pâte, tu vois. Donc en fait, pour avoir des clients et vendre de la paille en pâte, tu es obligé d'avoir des méthodes. Alors, tu peux avoir la commercialisation. Je pense que tu dois avoir des commerciaux et même toi, peut-être que t'es sûrement passé par là avant. Mais Ouais. tu peux faire aussi, ça c'est la méthode où en fait ton temps est corrélé à ce que tu fais et ce que tu gagnes. Mais tu peux aussi tu peux décorréler ton temps de ce que tu fais avec un système semi-automatisé en tout cas. Et le cold emailing en fait partie. Je t'invite à aller voir une vidéo de Shubham Sharma qu'il a fait avec le fondateur de Lemlist qui s'appelle, je sais plus comment. Guillaume Moubèche. Guillaume Moubèche, hyper intéressant. C'est pareil, c'est un mec hyper inspirant que on espère, les deux d'ailleurs, on espère inviter sur cette chaîne un jour. Mais voilà, pour te redonner un petit peu de contexte, là on parle de vraiment de génération de leads, donc d'acquérir de nouveaux clients. Et là, ce que vient de nous expliquer Mathieu, c'est qu'il a fait une grosse connerie. Et c'est hyper rigolo. Mais en vrai, le truc c'est à dans pas l'erreur faire. qu'on apprend. Donc écoute. Et puis finalement, c'est une erreur qui a été plutôt bénéfique puisque ça t'a permis aussi d'avancer très vite finalement. Ah bah oui. Ah bah en fait, c'était sans faire exprès. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Dans Ah ouais. la position actuelle où était ma boîte, je pense que c'est ce qu'il fallait surtout pas faire d'un point de vue marketing et d'un point de Ouais. vue emailing Google. Par Ok. contre, c'était totalement ce qu'il fallait faire pour se faire connaître du marché très rapidement. Et oui, Parce que là, on replace c'est le ouf. contexte. T'es le premier, en fait. On est en juin 2020. Ouais. Les pailles en plastique sont encore autorisées jusqu'à la fin de l'année. Ils sortent du Covid, donc ils ont autre chose à foutre que de gérer les pailles dans leur établissement. Et moi, je leur dis, j'arrive très rapidement auprès de tout le monde en disant, vous embêtez pas, la solution, on l'a. Ouais. Continuez à gérer vos merdes du Covid. Moi, vos pailles, si vous voulez, je peux les gérer.
Et donc, en fait, c'est là où on a pris une avance sur nos concurrents, parce qu'au début, c'était l'Eldorado. Ils étaient obligés de trouver une solution. Putain, donc, il y avait un besoin qui était vraiment réel. Et en plus d'être obligés de trouver une solution, ils n'avaient pas le temps de la chercher. Donc, en arrivant très rapidement à eux, en leur disant, bah, les gars, j'ai la solution. Si vous voulez, on discute rapidement, mais ça va pas prendre 100 ans à mettre en place. Et ben, c'est là où j'ai pris l'avance. Tu as eu cette intelligence de leur proposer un produit pour essayer. C'est là que tu les convaincs, en fait. C'est ça. Bah, en fait, ça, c'est pas sorti, parce que là, on parle de prospection automatisée, et Hugo, t'as mis le doigt dessus, il y a aussi la partie commerciale. Et en fait, Payapad, ça a commencé par là. Ça a bien évidemment pas commencé par la partie marketing automation avec de l'envoi d'emails, etc. Les tout premiers clients de Payapad, c'est moi, le vendredi et le samedi matin, à 7h30, 8h. Parce que vendredi, j'avais pas cours. Donc, le vendredi et le samedi matin, j'allais à l'ouverture des bars, à Bourg-en-Bresse, avec mon petit échantillon dans la main. Je leur montrais, je leur faisais tester et j'écoutais leur retour. Et ça, c'était ultra important de passer par là, parce que ça m'a permis de voir en fait ce qui n'allait pas dans mon produit au moment où je le développais et où je lançais la boîte sous forme d'auto-entreprise. Et en fait, ça m'a permis d'avoir leur retour. Ils me disaient, bah là, le conditionnement, il est trop important, il est pas assez important, la paille, elle est trop longue, elle est trop courte, etc., etc. Et ça m'a aussi permis de voir pourquoi les gens le refusaient en face à face. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça bloque, c'est quoi mon frein à l'achat. Et toute cette partie prospection physique où tu récupères, n'empêche, de la donnée de ouf. Alors, pas de la data tableau Excel, hein, mais de la donnée de retour terrain, de retour marché, bien sûr, qui est ultra précieuse pour que une fois que tu commences ta campagne d'emailing, tu sais de quoi tu dois parler dans ton mail, tu sais ce dont tu ne dois surtout pas parler dans ton mail, et tu sais comment apporter le truc. Tu sais ce qui va le mieux fonctionner. C'est-à-dire, si tu joues sur le côté écologique, made in Europe, etc., c'est ce que je faisais au début, bah, les bars, ils s'en foutent. Comme je vous ai dit, les bars, ils veulent un truc de qualité, pas trop cher. Donc, bien nous, on a construit nos campagnes en fonction des retours que j'avais du terrain, de dire, bah, OK, on vous propose une paille qualitative, qui va tenir plus d'1 heure, qui est originale, qui va plaire et qui est pas trop chère. C'est excellent ce que tu as dit. Ouais, franchement. Parce qu'en en fait, on en a parlé plein de fois en filigrane durant le podcast, mais tu as rappelé toutes les bases pour remonter un commerce. Exactement. En fait, tu as fait le produit minimal viable pour aller voir le client, avoir un retour d'expérience. En plus, ça, c'est peut-être le truc le plus dur, puisque tu te confrontes directement au fait que bah, t'es pas un bon vendeur, ton produit il est pourri, etc. Mais du coup, tu t'en es servi pour améliorer ta campagne. Et une fois que tu étais prêt, bah, tu as proposé un produit qui est déjà fini, où tu as déjà traité la majorité des objections, et en plus, tu viens le poser dans la main en disant, bah voilà, c'est gratuit. Donc là, tu as fait vraiment tout ce qu'il faut pour lancer la boîte. C'est ça. Et en fait, c'était même pas une question de j'avais les compétences ou quoi hein, pour ça. Parce que moi, tu me disais MVP à 18 ans, Most Valuable Product, je savais pas ce que c'était. Hein. Mais c'était vraiment une question voilà, de bon sens. C'est de dire, OK, avant que je me lance à l'échelle nationale ou autre, on va déjà voir comment ça prend en bas de chez moi, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va me dire? Et qu'est-ce qu'on va me dire très honnêtement, tu vois, j'ai pas demandé à mon oncle, ma tante, mon père, ma mère. C'était vraiment, voilà, mon client, qu'est-ce qu'il en pense? Mon futur client, qu'est-ce qu'il en pense? Et il y avait aussi le fait que, j'ai déjà raconté cette anecdote sur un post LinkedIn, mais mes premiers clients, je les ai eus, mais absolument pas pour le produit, presque. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est ultra enrichissant, c'est que tu découvres plein de potentiel à ton projet en étant sur le terrain. Le premier, déjà, c'était le tout premier client de Payapad. C'était une facture de 29 €, c'est-à-dire ridicule. Mais c'était le premier client de Payapad. C'était un petit vieux qui tenait un restaurant avec sa femme. Ils avaient 60, 62 ans et ils partaient à la retraite en fin d'année. Le mec, il était pas bien inquiet pour ces derniers mois. Et voilà, il laissait un peu couler. Et moi, j'arrive, je lui dis, bah, tes pailles en plastique, bientôt t'auras plus le droit et tout. Il me dit, mais je m'en fous, moi, je pars à la retraite avant que la loi soit mise en place. Et là, je dis, merde. Mais j'avais mis tellement d'énergie à venir le voir. Déjà, il était 8 heures du matin. Il a vu un jeune de 18 ans, un vendredi matin, à 8 heures devant sa boutique, là. Il s'est dit, bon, bah, déjà, lui, il en veut, tu vois. Et je lui avais tellement bien vendu le truc, j'avais mis tellement d'enthousiasme, je lui ai dit, voilà, c'est un petit projet que je monte, machin et tout. Il m'a dit, bah, écoute, moi, t'as pas et j'en ai rien à foutre. Par contre, je vais te passer une commande parce que t'es là à 8 heures, t'as de l'énergie et ce que t'es en train de faire, c'est génial. Et il m'a commandé des pailles.
Est-ce qu'il les a utilisés ou pas? J'en sais rien. Il m'a commandé 29 € de paille. Et tu vois, et là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un autre potentiel aussi au projet, qui n'était pas que la paille en pâte, mais Mathieu Laurençon dans ce projet-là. C'est-à-dire que c'était aussi moi et ma personne ou ma manière de faire ou ma manière de communiquer avec mes clients ou ma motivation, ma vision, etc. Bah, ça allait aussi vendre mon produit. D'accord. Et ça, c'est ultra important. Tu vois, en fait, tous les premiers clients, ils m'ont appris des trucs que j'aurais jamais pu savoir dans un email. Le deuxième, il m'a dit, bon, bah, ok, j'aime bien la paille, je la prends. Le troisième, c'est un bar qui était un tout petit peu plus loin. Je suis allé le voir et je lui ai dit, bah, tu vois, ce bar là-bas, c'est le premier de Bourg-en-Bresse à avoir des pailles en pâte. Il y a la presse qui commence à parler un petit peu de nous. Donc, si t'as pas envie que tout le monde à Bourg-en-Bresse aille dans ce bar, prends-moi les pailles et vous serez 2 pour que les gens viennent tester. Et ben, il m'a pris les pailles. Putain, et tu vois, et voilà. Et c'est là où tu te rends compte de tout le potentiel. Au début, j'aurais juste pu m'arrêter sur les arguments techniques du produit, tous les arguments commerciaux du produit. Et c'est pas ça qui vend le mieux de toute façon. C'est clair. Voilà, il y a tous les besoins qu'ils t'avoueront jamais, mais qui rentrent en compte. Tu vois, l'humain, la concurrence, le produit, tout ça, en fait. Et c'est toute l'importance d'une prospection physique au début pour commencer et avoir ses premiers feedbacks du marché. C'est super important ce que tu as dit. C'est hyper important. On l'avait déjà fait en fait dans notre projet où on était allé voir pour les distributeurs de pain, mais aller voir la personne, le client en tout cas, le prospect, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir un feedback pour évoluer par la suite. Et j'en profite parce que tu as dit en même temps ton identité. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Et pour te faire un petit coup de pub, qu'est-ce qu'il faut faire pour te contacter, pour aller peut-être même acheter tes pailles? Vas-y, dis-nous tout. Alors, on a un site internet tout simple, www.paillapâte.fr. Et si vous voulez suivre un petit peu toute mon actu de jeune entrepreneur, j'ai un LinkedIn, donc Mathieu Laurençon sur LinkedIn. On est déjà bientôt 4000, là je vais passer la barre des 4000 abonnés. Magnifique. Donc, et je publie une fois par semaine, je donne 2-3 conseils, 2-3 tips sur mon retour d'expérience. Que je consomme allègrement chaque semaine. Ouais, je vois. Non, franchement, moi ça m'inspire de ouf. Franchement, je vais pas te mentir, ce genre de projet, ce genre d'histoire, ça me touche tout particulièrement parce que en fait, tu mets tes tripes, tu vois. Et c'est ce que je disais dans le podcast dernier sur l'entrepreneuriat aux bâtisseurs et aux bâtisseuses. C'est que si vous avez un projet en tête, en fait, faut vous donner les moyens de le faire. Et oui, c'est pas agréable d'aller voir les prospects sur le terrain. Oui, c'est pas agréable de se faire remballer et d'aller se faire voir parce que en fait, les autres, ils ont pas, enfin, tu vois, ton prospect, il a pas que ça à faire. Mais en fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire et t'es obligé de passer par là. Parce que en fait, il y a là, on se projette tous des idées dans la tête, tu vois. On se dit tous, ouais, mon idée c'est la meilleure, ouais, mon produit c'est le meilleur, il est parfait et tout. Mais c'est tellement faux, tu vois. Et il faut que tu te confrontes au marché pour améliorer et créer en mode lean startup, tu vois. Faudra qu'on aborde le sujet dans un podcast. Mais c'est ce qu'a fait Mathieu, c'est ce que moi je fais, c'est ce que beaucoup font. Le lean startup, c'est tu testes très vite ton produit sur le marché et tu itères. Tu l'améliores, tu vois les retours, tu le testes, tu itères. Voilà, et tu fais comme ça jusqu'à ce que tu aies ton product market fit et où tu peux le lancer sur le marché. Donc on reviendra sur cette notion plus tard, mais en tout cas voilà, c'est très très inspirant, Mathieu. Oui, merci pour ton partage. Il y a encore 2-3 points durant la présentation que tu as fait tout à l'heure qui me sont restés en tête. La première, c'est que tu t'es lancé d'abord en auto-entreprise et puis après tu nous as parlé d'un associé. Ça, c'est, j'imagine, quand tu as monté le statut. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Enfin, essaie de nous dire si tu peux résumer ça. D'où t'es parti? Quand est-ce que les gens t'ont rejoint? Et aujourd'hui, où tu en es? C'est une très bonne question. Waouh. Ouais, c'est une super question. Au tout début, j'étais seul, mais affreusement seul en auto-entreprise. C'est dans le nom, hein. Oui, c'est clair. Mais en fait, pourquoi je me suis lancé en auto, c'est parce que j'avais besoin d'être sécurisé dans le sens où si jamais ça marchait pas, je voulais pas perdre trop d'argent. En fait, si tu veux, dans le lancement de Paille à Pâte, et ça, c'est un chiffre de ouf que j'adore donner, Paille à Pâte, aujourd'hui, m'a coûté personnellement un investissement 3 000 €. C'est tout. Wow. C'est-à-dire que avec 3 000 €, c'est le premier stock que j'ai acheté à l'époque. C'est l'auto-entreprise que j'ai montée qui m'a rien coûté. Et après, c'est les premiers clients, etc. Et au début, du coup, et après, j'ai jamais remis d'argent aujourd'hui pour l'instant dans Paille à Pâte. C'est-à-dire que c'est 3 000 € que j'ai mis en mars 2019.
eh ben, ils sont toujours en train de travailler un petit peu dans Payapat. Mais Là, c'est du beau rendement. ouais, c'est du très beau rendement. Mais voilà, il y a des heures de travail derrière qui Bien font sûr. que Évidemment. voilà, j'ai pas mis ça sur une crypto qui a explosé, et, tu vois. Non, c'est non, clair. mais du coup, voilà, donc je suis parti tout seul avec mes 3000 euros et je voulais pas prendre trop de risques non plus. J'étais jeune, je savais même pas que ce que j'étais en train de faire, c'était une entreprise, en fait. Moi, vraiment, il faut partir du principe qu'en mars 2019, quand je me lance, je monte un projet. Juste dans ce Oui. projet, à un moment, il fallait que je facture quelqu'un, donc il me fallait une micro-entreprise. Mais moi, je ne montais pas une entreprise. Et c'est au D'accord. bout de 6-7 mois à vendre, à m'entraîner, et j'adorais ce que je faisais, moi. Tu vas voir des gens, en plus des bars, ils te payent un café, un blanc, etc. Donc c'était trop cool. Et, Ok. euh, et sans me rendre compte, en fait, c'était en train de marcher. C'est-à-dire que j'en vendais, ça, on recommandait mon produit, etc. Et c'est ma mère à l'époque qui m'a dit, bah, va voir le fils de mon collègue. Il a monté sa première boîte à 16 ans. Ah ouais, Peut-être qu'il a 2-3 conseils à te donner. putain. Et on est allé boire un verre, et je me souviendrai toute ma vie, on est allé dans un trampoline park, en plus, tu vois, même pas un bar. Bien sûr. Ok. Et on est allé boire un verre dans le bar du trampoline park. Et puis on savait pas trop quoi se dire. On savait pas trop. Vu que c'était nos parents en fait qui avaient mis un peu en relation. Ouais, Donc lui à l'époque il avait 20 ans, moi j'en avais 19. Enfin non, ok. j'en avais 18 et lui 19. Ok. Et on savait pas trop quoi se dire. Il m'explique un peu ce qu'il fait. Je me dis bon bah ok, il avait une agence de communication, de marketing digital. Ah ok. Je dis j'ai pas les moyens de me les payer. Donc en Mm. fait je sais pas ce que je fous là. Il me présente ce qu'il fait, mais je vais pas pouvoir lui acheter. Et lui, il a rien à voir avec les pailles ou les CHR ou même le produit. Lui, il vendait du service, il vendait pas un produit. Ouais, Donc bon, on d'accord. passe une heure comme ça à discuter et on se dit bon bah ok, super. Et en fait, ce jour-là, je venais de faire mon premier entretien réseau qui allait me permettre du coup de monter une SAS derrière parce que quelques mois après, il m'envoie un message sur LinkedIn. Bah d'ailleurs, si vous voulez vraiment une anecdote aussi qui sort pas souvent celle-là, c'est que un soir en novembre 2019, je suis fatigué en fait de paille à patte. Je dois gérer toute la communication, etc. Et en fait, je suis seul. Et donc en fait, quand Ouais. tu es seul, bah tu gères tout. Et ça me saoule en fait de tout gérer, de faire ça seul. Et je me suis dit bah de toute façon, voilà, t'as fait ton projet, ça a duré 6 mois, ça a bien marché, mais je faisais quelques centaines, quelques milliers d'euros, mais qu'il fallait tout de suite réinvestir dans du stock. Et oui, Donc en bien soi, sûr. je gagnais pas de l'argent. J'apprenais beaucoup, mais je gagnais pas de l'argent. Donc je me suis dit, allez, ce soir, je ferme mon auto-entreprise et j'arrête Payapat. Putain, c'est Ah ouais. ouf. Je m'étais connecté sur le site de l'URSSAF et j'étais en train de faire les clics et tout, et je me retrouve sur la dernière page pour valider. Et là, bah, bien évidemment, je verse une petite larme. Et je vois mon téléphone qui s'allume, et là une notification LinkedIn de justement ce fameux Romain que j'avais rencontré qui me dit bah ça te dirait d'aller boire un verre sur Lyon, etc. Pour qu'on discute un peu entrepreneuriat. Je dis bon bah du coup s'il veut qu'on parle de l'entrepreneuriat, je vais peut-être pas fermer ma boîte parce que sinon j'aurais l'air bien con devant lui. Ok. Et on s'est rencontrés et il m'a dit écoute ton truc ça marche bien à Bourg, ça marche bien dans l'Ain, ton site internet il commence déjà à faire quelques ventes ailleurs en France. Est-ce que ça te dirait qu'on s'associe pour qu'on monte une SAS qui va commercialiser non pas que dans l'Ain, mais partout en France, avec une vraie solution logistique de distribution, avec une vraie mise en place de prospection automatisée, donc ce dont on parlait tout à l'heure, avec Ouais. un vrai branding, avec un vrai site internet optimisé de ouf. Et c'est comme ça qu'on est passé de 1 à 2. D'accord. Et C'était quand exactement que vous ça, êtes passé à deux? c'était en C'était fin 2010. novembre 2019. Ouais, c'est ça. D'accord. Et on a monté la SAS le 2 janvier 2020. Ok. Et je suis passé du coup d'un stock permanent de 70 000 pailles dans mon garage, très cliché pour un entrepreneur, mais c'était Oui, pour le coup dans ouais, mon ouais. garage, à un stock d'1 million de pailles dans un entrepôt logistique. Ah Putain, oui, Et donc c'est comme ça a ça que je changé suis des passé choses. de 1 à 2. Ouais. c'est Et fou. après, on a eu pas mal d'alternants, de stagiaires, etc. Je me suis jamais amusé à faire le calcul, mais on a eu 4 alternants depuis la création et une dizaine de stagiaires, je crois, qui ont bossé sur le projet. Et on a nos alumni paille à patte, on se retrouve de temps en temps boire un verre, etc. Excellent. Ok. Et en fait, ça c'est vraiment l'équipe pour le coup qu'on pourrait voir entre guillemets sur LinkedIn, sur tout ça. Mais en fait, paille à patte aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui gravite autour de conseils, d'accompagnement, de notamment, bah tu le sais Hugo, mais avec l'école, avec tout ça, et puis tout le réseau que j'ai réussi à créer qui est mobilisable Mm. en quelques messages. Mm.
Donc, Payapat aujourd'hui, il y a la petite équipe qu'on voit, enfin, il y a ces deux associés, il y a la petite équipe qu'on voit autour, et après, il y a tout l'écosystème qu'on a réussi à créer et qui est ultra important pour notre développement. D'accord. Et dans cet écosystème, tu peux dire un petit peu ce qui s'y trouve? Ouais. Enfin, qui s'y trouve plutôt? Je peux pas donner de nom, Oui, bien sûr. c'est des gens qui vont m'accompagner à la fois sur le branding. Tu vois, j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur mon personal branding sur LinkedIn. D'accord. Peut-être que je peux expliquer le terme personal branding. J'allais te le demander. Développer son image de marque en ligne. Ce n'est pas de être influenceur, attention, mais c'est comment Mathieu Laurençon, son image, etc., peut servir à être connu et à servir la boîte ensuite. En gros, c'est au travers de mon image et non pas de la marque Payapat, mettre en avant ce que moi je fais dans Payapat pour potentiellement avoir des clients dans Payapat ou dans d'autres activités futures. Bien sûr. Donc tu vois, j'ai des gens qui me conseillent sur toute la com, j'ai des gens qui me conseillent sur toute la partie marketing, toute la partie branding. J'ai des gens qui m'accompagnent sur la levée de fonds qu'on fait actuellement, des avocats, des experts comptables, des spécialistes, des leveurs de fonds, des potentiels business angels, des très bons conseillers sur la partie industrielle pour quand on va installer notre ligne. Enfin, tu vois, c'est essayer d'aller prendre un petit peu des gens à droite, à gauche, les mobiliser dans le projet, leur montrer que ouais, en fait, c'est pas un... Enfin, derrière ce projet, il y a quand même de l'humain et il y a une vraie motivation, il y a une vraie valeur, il y a une vraie vision, leur partager. Et en fait, ils rejoignent le truc parce qu'ils se disent, d'accord. OK, ça donne envie, tu vois. T'insuffles un mouvement autour de toi. Faut bien le faire et pas le faire auprès de n'importe qui, mais t'insuffles un mouvement qui fait que les gens ont envie de te suivre. Et du coup, viennent t'aider quand t'as besoin sur des petits trucs Alors, bien précis. D'accord. Je m'arrête un petit peu sur cette notion d'entourage parce que, en fait, ça tombe hyper bien que tu en parles. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis dans cette période-là actuellement. Je suis toujours en micro-entreprise, je suis toujours en train de développer ma boîte, comme tu sais. J'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais je souffre beaucoup de porter ce projet tout seul. Plus que souffrir, j'en chie ma race, tu vois. C'est terrible. On en parlait encore les 2 podcasts derniers, en fait. Alors, et du coup, on a fait le podcast juste avant, celui qui va sortir, celui qu'on est en train de faire. Je parle justement d'entourage et que c'est compliqué d'avancer tout seul et que c'est plus facile et que tu as plusieurs niveaux d'entourage, la famille, les amis et les autres, tu vois. Et ce que tu viens de nous dire, c'est que en fait, tu t'as pas pu avancer tout seul, tu vois. Alors, tu as pu le faire au début, mais en fait, c'était pas possible après. Il a fallu que tu t'entoures. Et moi, ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est comment tu as fait pour réussir à bien t'entourer. Et c'est quoi les bonnes pratiques, un peu tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors déjà, je te rejoins totalement sur le fait qu'un entrepreneur, de toute façon, n'entreprend jamais seul. On va avoir des figures, tu sais, sur les réseaux sociaux où on voit des mecs qui réussissent, où les mecs, voilà, ils ont monté leur startup a cartonné, les mecs ont réussi, machin et tout, les mecs ou les meufs d'ailleurs. Mais en fait, ça c'est faux, c'est faux. Une entreprise déjà, ce n'est pas son cofondateur, c'est toute son équipe, c'est tout son environnement, c'est tout ça. Et en fait, toute la réussite, et c'est là où c'est très bizarre, et il faut prendre, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là, ils ont réussi tout seuls. Ils se sont fait tout seuls, ils se doivent tout à eux-mêmes, mais en fait, c'est faux, c'est impossible. J'ai fait 6 mois en auto-entreprise, je n'en pouvais déjà plus, et j'ai voulu arrêter. Et à partir du moment où tu es accompagné et tu as du monde autour, là, ok, là tu peux avancer. Et pour répondre à ta question, du coup, comment bien s'entourer, etc. Je pense, j'ai pas la recette miracle. Par contre, je pense que c'est comme pour avoir une bonne idée, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de beaucoup de monde, de s'intéresser aux autres, de savoir ce qu'ils font dans la vie, de savoir ce qui les motive, de ce qui les anime, de ce qui les fait vivre, en fait, parce qu'on a tous quelque chose qui nous fait lever le matin. Et il faut arrêter de croire que moi, c'est le travail qui me fait lever le matin et tout. Non, il y a quelque chose de plus profond que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui fait qu'on se lève le matin. Et tout le monde. Et en fait, c'est d'essayer de trouver un petit peu ça chez les autres et de voir ok, lui, pourquoi il se lève? Ça m'intéresse. Et maintenant que je le sais, ok, je me retrouve, il y a un bout de moi en lui et il y a un bout de lui aussi en moi parce qu'on partage quelque chose, tu vois. On partage et c'est comme ça, en fait, qu'en étant un petit peu curieux, en étant à l'écoute, en n'ayant pas peur d'aller aussi vers les autres, parce qu'il faut oser y aller. Et Hugo, on en parlait en dehors du podcast,
au pire du pire, de toute façon, tu risques quoi? On risque quoi à se prendre un vent sur LinkedIn, dans la rue ou quoi? Ça a jamais tué personne. Et c'est oser en fait aller vers les autres, aller s'intéresser à eux. L'idée c'est pas de dire bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai besoin de vous. Non, c'est de dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, et comment ça se passe et comment ça fonctionne et que machin et que bidule. Et en fait ça, mais sans même rien demander. Moi j'ai mis 3 ans en fait à le faire naturellement au travers de soirées, au travers de soirées réseau, de trucs comme ça, à me constituer un réseau juste en m'intéressant aux autres. J'avais rien à leur demander, je savais pas à quoi ils pouvaient me servir, mais par contre, ça m'intéressait de savoir comment ils pouvaient faire, parce que peut-être dans ce qu'ils pouvaient faire, il y avait des trucs qui pouvaient m'inspirer. Et en fait, tout ça, je l'ai fait pendant 3 ans. Et aujourd'hui, qu'on lève des fonds, j'ai des gros besoins de certaines personnes qui pourraient m'aider. Et là, maintenant, je peux l'activer parce que ça fait 3 ans que je m'intéresse à eux. Bon, pour certains, beaucoup moins. Mais ça fait quelques années que je m'intéresse à eux, qui s'intéressent aussi à moi, mais où il n'y a pas eu de demande. Tu vois, je suis pas venu les pomper leur énergie, pomper leur pognon, pomper des trucs comme ça. Hein. Donc, du coup, là, aujourd'hui, quand je les sollicite pour quelque chose, ils voient l'humain qu'il y a derrière, ils connaissent l'humain qu'il y a derrière Payapat, ils savent que, eux et moi, on a un petit point commun, en fait, parce qu'on se lève pour l'entrepreneuriat, par exemple, on se lève pour développer notre vision, etc. Et donc, du coup, ces gens-là se rendent disponibles. Comme moi, je me rends disponible soit pour eux, soit pour d'autres. Enfin, c'est du donnant-donnant, et c'est quelque chose que je disais beaucoup à une époque, c'est qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, il faut donner. Il faut donner énormément, mais pas en attendant un retour, tu vois. C'est un mindset. Les entrepreneurs, ils s'aident entre eux, en fait. Ils s'aident énormément entre eux, et ils échangent plein de conseils gratuits, Aujourd'hui, tu as beaucoup de conseils qui sont payants, mais en fait, naturellement, dans l'ombre, sans carte bancaire, il y a énormément de conseils qui sont échangés, tu vois. Il faut en prendre conscience, et il faut oser aller demander conseil, donner des conseils, même si des fois on se plante, mais aller être dans l'échange comme ça pour construire un réseau et bien s'entourer. C'est ce que je voulais dire, c'est que les bâtisseurs, la chaîne qu'on a créée, en fait, pour rappel, c'est vraiment être le bon pote de la nana ou du mec qui va vouloir porter un projet, qui va vouloir investir dans l'immobilier ou qui va vouloir créer sa boîte, mais qui n'a pas forcément le réseau, tu vois, qui l'entoure bien et qui l'aide à avancer. Comme on sait qu'on peut pas avancer tout seul, tu vois. On veut être les deux mecs qui évoluent avec la personne en même temps, tu vois. Parce que nous, on est en train de Terry est en train d'acheter de l'immobilier. Enfin, il essaye d'avancer là-dessus. Moi, j'essaie de créer ma boîte. Et c'est exactement la raison pour laquelle aussi on voulait t'inviter, c'est que putain, t'es déjà vachement plus avancé que nous, tu vois, et plus que la moyenne. Et c'est tellement inspirant de pouvoir rencontrer, discuter avec des gens comme toi que voilà, on voulait le partager à notre communauté. Et du coup, si vous avez des questions à poser à Mathieu, il va pas vous mordre. Donc, posez-lui une question sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je réponds à tout le monde sur LinkedIn, sauf aux messages de prospection automatisés. Très bien. Bon, okay. C'est top. Ouais. On vous rappelle, on a besoin de votre soutien aussi ici sur la chaîne. Donc, pensez à liker, partager. On essaie d'avoir des super guests en plus en ce moment. Vous avez vu, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Donc, on va faire encore mieux. Parce que maintenant, on va le faire régulièrement. On va essayer d'interagir encore plus avec vous par le biais de live, de réel et tout. Donc, venez nous poser des questions. Si ça concerne quelqu'un d'aussi intéressant que Mathieu, ce sera encore mieux. Et même si c'est pour simplement nous dire que aujourd'hui vous êtes en train de galérer sur un truc et demander un conseil, on est là aussi pour ça, pour être vraiment les bons potes. Donc faites-le, n'hésitez pas, on mord pas. Et au contraire. Exactement, et de redistribuer vers du réseau qu'on a éventuellement, parce qu'on n'a pas la science infuse encore une fois. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous accompagner, enfin, en tout cas, vous donner notre avis, vous dire que c'est bien ce que vous faites ou tu devrais améliorer ça, et vous rediriger vers les bonnes personnes. Parce que quand on est tout seul, en fait, on a la tête dans le guidon et on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va. Donc, le mieux, c'est d'en parler. Et donc, du coup, on est là pour ça. Donc, effectivement, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Alors, moi, il y a un dernier sujet, mais il va peut-être être lourd. Donc, dis-nous si ça fait trop pour toi ou pas. C'est la suite, en fait. Parce que tu nous as parlé d'un truc très rapidement. C'est comment tu veux continuer à évoluer. Et là, tu as parlé d'un truc qui, moi, me touche personnellement parce que je travaille dedans depuis des années. C'est l'industrie. Je sais de sources sûres que c'est des schémas très complexes où il faut beaucoup de levée de fonds, il faut une gestion qui est assez conséquente
Et en fait, tu as beaucoup de couches de complexité qui vont être administratives, de gestion, de fournisseurs, etc. Tout ça, c'est énorme pour moi qui n'ai pas encore fait d'entrepreneuriat. Comment tu vas gérer ça, toi, aujourd'hui, et comment tu vas gérer ça dans le futur? Il y a un an, je t'aurais dit, je sais pas comment je vais gérer ça, mais je vais y aller. Ok, Tu vois, trop en bien. mode je fonce, etc. Aujourd'hui, en fait, je sais comment je vais gérer ça parce que mon projet, personne d'autre que moi le connaît aussi bien. La levée de fonds, enfin la mise en place de l'usine, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis capable de te sortir le sens de circulation qu'il y aura dans les locaux pour la marchandise entrante, la marchandise sortante, pour installer. Enfin, en fait, tout ça, aujourd'hui, je le connais par cœur parce que c'est un sujet qui me passionne et que la passion, tu m'aurais mis ça en cours et que ça me passionnerait pas, jamais je l'aurais appris. Mais aujourd'hui, le fait de faire que ça me passionne et de le faire, tu vois, de mettre les mains dedans et de me dire, OK, cette ligne, comment elle va tourner, tu as l'ensemble des éléments en tête. Par contre, je n'ai pas du tout la prétention, encore une fois, de dire que je vais y arriver seul. Et ce serait Bien sûr. impossible à faire seul. Et c'est pour ça qu'on a parlé du réseau. Et ce réseau-là, aujourd'hui, il est indispensable à la réussite de ce projet-là. Parce que du coup, le projet pour la suite, après 3 ans d'achat et de revente de paille en pâte, on souhaite monter notre usine en France, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour les produire nous-mêmes. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est qu'en fait, on progresse petit à petit, on monte des steps, etc. Et c'est le bon moment maintenant pour faire ça. Avant, ce serait trop tôt, et après, ce sera peut-être trop tard. Parce qu'il y a une notion de timing. Et il y a aussi cette idée de se dire, OK, ma boîte, je veux l'emmener loin, mais il faut pas non plus griller les étapes. On se souvient et on en a parlé, et je pense que c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que l'entrepreneuriat, en 2 ans, ça pète, et ça marche pour des startups qui explosent en 2 ans, et tant mieux pour elles, mais parce que leur business model était fait pour exploser en 2 ans. Mais il faut y aller en fait à son rythme. Moi, c'est ce que je dis souvent, et je pense que mon parcours en est un bon exemple. C'est que tu vois, j'ai commencé à mon rythme, un premier stock depuis mon garage, etc. Ensuite, je suis passé à une SAS avec un stock de plus en plus gros qui tournait, qui générait des clients, du chiffre d'affaires, du cash. Et maintenant que moi, je me sens prêt, Mathieu Laurençon, à monter une usine, et ben maintenant, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est très sage en fait comme parole. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, on nous apprend, et avec Hugo, c'est ce qu'on a un petit peu appris en cours, et c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux, une entreprise, on la monte, pan, elle cartonne tout de suite, tu vois. Ou alors, on la monte tout de suite avec des centaines de milliers d'euros. On la monte tout de suite avec des prévisions de recruter 3 personnes, aller chercher 1000 clients, etc. Peut-être, mais moi, je suis aussi partisan de dire, des fois, il vaut mieux y aller à son rythme, step by step, y aller comme on l'entend, en fait, comme bon nous semble. Et sinon, c'est un coup à se prendre les pieds dans le tapis. Parce que à se faire peur en plus. À se faire peur, à se prendre les pieds dans le tapis, et surtout à ne pas être prêt personnellement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent quand une société se développe pour ses fondateurs. Moi, je sais qu'entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, Paille à Pâte a impacté ma vie de manière directe, et il fallait que je sois prêt à ça petit à petit, tu vois, de m'éloigner de j'ai moins de temps pour moi, de prendre plus de temps pour ma boîte, moins de temps pour moi, d'oublier les sorties en boîte le jeudi soir parce que le vendredi matin, je devais être dans les bars. Tu vois, ça a été un premier step. Et après, petit à petit, en fait, c'est venu impacter ma vie perso là-dessus. Donc, si tu fais tout d'un coup, t'es peut-être pas prêt. Et à quel cas, 1 an après, tu fermes et puis terminé. Et c'est pour ça que nous, on y allait step by step. Et là, aujourd'hui, la société et ses fondateurs ont la maturité, selon moi, pour aller dans un projet aussi complexe que la mise en place d'une ligne industrielle. Et pour ça, on a aussi tout l'entourage autour, tu vois, du réseau qui fait qu'on est accompagné, qu'on a des gens autour de nous et qui viennent nous conseiller. On s'entoure en fait des meilleurs qu'on trouve pour y arriver, parce que tout seul on n'y arriverait pas. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question. Ah oui, ça répond très bien à ma question. Même t'es allé un peu plus loin encore, puisque tu as parlé du côté mindset qu'il y a derrière, l'évolution que tu as eu dans ton parcours, donc c'est très intéressant. Hyper intéressant. Et tu parlais du réseau. Moi, je suis ingénieur en industrie, donc si jamais tu as besoin de conseils à un moment, n'hésite pas, je suis là. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, si tu viendras visiter, enfin, vous viendrez tous les deux visiter
notre Carrément. ligne et tu viendras nous donner 2-3 conseils sur comment la mettre en place. Avec grand Mais plaisir. oui, tu vois, c'est une notion de se protéger soi-même en même temps que tu protèges la boîte dans son développement. Parce Oui. qu'on parle d'hypercroissance, tu vois, on dit, bah, cette boîte-là, elle a pas su gérer son hypercroissance, cette boîte-là, elle a pas su, et c'est con, hein, de couler une boîte parce qu'elle fonctionne trop bien, quand Ouais, même. c'est Tu peut-être vois, la pire chose. je pense pour moi, la pire chose en tant qu'entrepreneur. Mais en même temps, si t'es pas préparé à de l'hypercroissance, c'est normal, tu vois, que tu te plantes. Et c'est pour ça que je te parlais d'une notion de timing, de quand est-ce que tu Oui. passes au step du dessus. Et ben, moi, j'ai jugé qu'on n'était plus au step de, allez, on se développe petit à petit. Mais là, on sent qu'il y a une hypercroissance qui peut arriver d'ici les prochains mois. Donc, on l'anticipe. Donc, on met en place une ligne pour produire nous-mêmes. Donc, on lève des fonds. Tu vois ce que je veux dire? Non, Et en D'accord, je fait, vois très à bien. partir toute du une réflexion. moment où tu as toute cette vision-là, et tu te dis, OK, donc dans quelques mois, ça peut exploser. Sous le modèle qu'on a actuellement, ça tiendra pas. On va mourir d'hypercroissance. Et ça, c'est inenvisageable pour moi. Et, Je comprends. et du coup, tu te dis, bah, ça va arriver dans quelques mois. Donc, il faut que je fasse ça. Mais est-ce que moi, Mathieu, je suis prêt? Et là, tu fais un gros retour en arrière sur ton parcours et tu te dis, Ouais, bah, introspection. ouais, une grosse introspection en disant, bah oui, en fait, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vécu ça avec cette boîte, Mm. même pour moi, là maintenant, c'est le moment dans ma Mm. vie d'y aller. C'est le moment pour ma boîte, c'est le moment pour moi. C'est là où les astres s'alignent et c'est là où après tu réfléchis même plus et tu fonces. Parce que D'accord. sinon, comme tu dis, mettre en place une ligne industrielle, ça ferait flipper. Et ça fait bien évidemment peur, hein. Je suis sûr. pas en hyper Oui, confiance bien non sûr. plus. Mais par contre, c'est quelque chose qui est réfléchi, Ok. qui est analysé, qui est nécessaire et qui peut faire en sorte que ça va fonctionner. Et à partir du moment où tu es dans ce mindset-là, bah, tu es plus sécurisé parce que toi, tu es en phase avec ton projet, tu es en phase avec où tu veux l'emmener. Ta vision, elle se retrouve dans ton projet et la vision de ton projet, elle coïncide avec ce que tu veux dans ta vie. Et D'accord. ça, c'est ce qui fait que, après, il y a tous les aspects techniques, industriels et Bien tout, mais sûr. là, c'est le réseau, s'entourer des meilleurs, ne pas avoir la prétention de dire que tu sais faire quand tu sais pas faire. Tant pis, ça coûte cher, tant pis, machin. Sur la levée, là, on va lever un certain montant, tu as à peu près 10% de la levée totale qui va partir dans des frais de mecs qui vont soit mettre en place la ligne, soit lever des fonds, soit des avocats, soit des experts comptables, soit dans tout ça. Mm. Tant pis. En fait, c'est pas grave tant Mm. qu'ils le font bien parce que moi tout seul, je ne pourrais pas y arriver. Oui. Ouais, Et, tu sais qu'il faut mettre les moyens là où c'est important. C'est ça. clairement. Tu t'abordes une autre notion qui nous tient très à cœur avec Terry, c'est la notion de mindset et la notion en fait d'hygiène de vie. On est très orienté là-dessus avec Terry parce que bah on considère que c'est dans notre jingle de fin le continuer d'évoluer et d'investir parce que en fait l'évolution ça c'est aussi dans la tête Ouais. et dans comment on vit en fait. Moi j'ai une question parce que enfin on va pas se mentir je te vois aussi quand tu es en cours que bah, forcément tu es toujours au téléphone, t'as toujours préoccupé par quelque chose. Comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que, enfin, honnêtement, je veux dire, c'est quand même, t'as beaucoup de charge mentale et c'est beaucoup de pression pour nos âges. Alors même si ça fait longtemps que tu gères ça, même si tu commences à avoir l'habitude de tout ça, comment t'as géré ça au début? Est-ce que tu as mis en place des choses pour pouvoir Mm. justement bah, essayer de mieux gérer parce que tu t'es rendu compte en faisant une introspection parce qu'il y avait des choses qui avaient à améliorer. Et Ouais. aujourd'hui, comment ça se passe et qu'est-ce que éventuellement t'as amélioré? Il y a beaucoup de questions, mais là, on passe plutôt sur la partie mindset. Alors au début, tu gères pas, en fait. Au début, tu subis. Ouais. Au début, tu subis et moi, dans mon malheur, j'avais la chance d'avoir mon ex copine qui a pu me dire que, en gros, regarde-toi, tu vois, parce que il y avait un truc qui était en train de changer en moi, du fait de la pression, du fait de la charge de travail, le fait de tout ça. Et toi, tu as la tête dans le guidon, donc tu penses pas à toi. Et au bout d'un moment, moi, on m'a fait comprendre, on m'a dit, regarde-toi là. Regarde-toi comme c'est en train de t'impacter, ce que ça fait sur toi, comment tu deviens et le risque que ça peut engendrer. Et donc ça a été le premier signal d'alarme, en fait, de dire, OK, ce que je suis en train de faire, c'est pas anodin quand même. Donc, il, il faut que l'entrepreneur se développe aussi vite que le projet, parce que sinon, Mm. ça va créer un trop gros écart et l'entrepreneur, il pourra plus gérer son projet. Et ça a été un premier signal d'alerte qui a fait que par la suite, du coup,
j'étais beaucoup plus à l'écoute de moi et de comment ça m'impactait. Alors, bien évidemment, tu m'as vu Eric plusieurs fois. Il y a des fois où ça te dépasse, tu vois. T'as beau mettre des choses en place, t'as beau tout ça. Bien sûr. Des fois, ça va au-delà des limites que tu as pu te fixer. Et c'est très dur. Il faut pas croire que l'entrepreneuriat, c'est très bien parce qu'on en parle de plus en plus. Ça devient un vrai métier d'avenir, l'entrepreneuriat. Mais il faut pas croire que c'est destiné au premier venu ou au moins le premier venu comme il est. C'est quelque chose où c'est du gros travail sur toi-même, c'est de l'organisation, tout le monde peut être entrepreneur, mais ça sera jamais en un claquement de doigts, tu vois. C'est excellent parce que c'est le sujet d'un podcast qu'on a eu il y a vraiment pas longtemps. Et En fait, bah j'ai voilà. l'impression que l'ensemble des 9 mois de podcast a été résumé en un seul là grâce à toi. C'est Bah, assez impressionnant. c'est que vous étiez pas trop planté du coup dans le choix des thèmes, c'est que vous étiez bien, je pense, dans l'entrepreneuriat pur et dur. Mais c'est que moi, Payapat m'a mis à terre plus d'une fois. Et pourtant, c'est le truc que j'aime faire le plus au monde et qui m'anime le plus, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est des sacrifices. Tu vois, je sors plus jusqu'à 6 heures du matin, à part en vacances ou en week-end où je sais que je peux. Tu vois, je sors plus sur un coup de tête en pleine semaine à 6 heures du matin parce que le lendemain à 7h30, 8 heures, il faut que je gère tout ça. Donc déjà, tu te mets plus des bâtons dans les roues à toi-même. C'est déjà un premier step pour, enfin, je sais pas si l'image est vraiment claire, mais Ah bah si. Bah, c'est Si, comme si clairement. aujourd'hui c'est comme si t'avais des cours le lendemain à 8h. Tu sais que tu peux sortir la veille parce que bah tu t'en fous des cours et t'as pas. c'est ça. Voilà, tu peux dormir, on s'en fout. Là clairement t'as des clients à gérer, t'as des commandes à gérer. Voilà. Et tu peux Tu peux pas, pas. tu peux pas te permettre parce que tu sais, louper un cours, tu peux le rattraper. Tu peux quand même t'en sortir. Tu sais que tu es noté sur 20 à la fin de ton semestre. Donc si tu as loupé le chapitre qui allait te rapporter 3 points, au pire, tu seras noté sur 17. Une entreprise, ça fonctionne pas comme ça. Si tu loupes le chapitre de cette journée-là, si tu loupes le gros truc qu'il fallait pas que tu loupes, c'est Ouais, peut-être t'es noté sur 0. C'est-à-dire tu peux être noté sur 0. Donc clairement. c'est arrêter de se mettre des bâtons dans les roues. Déjà, ça a été un premier step que j'ai fait, qui a été difficilement accepté autour de moi parce que du coup, je sortais moins, j'étais moins festif, j'étais moins tout ça. Quand tu sors, tu consommes moins d'alcool. Pour moi, ça a été vraiment la première étape, tu vois, de se dire, OK, avant de moi m'améliorer, déjà, je vais essayer d'arrêter de me ralentir. Ça sera déjà pas mal. Et ensuite, ça a été la prise de conscience de, OK, je gère tout ça, c'est moi qui l'ai voulu, tu vois. Parce que pendant longtemps, ça me faisait, tu vois, je m'énervais, ça me faisait chier dès qu'il m'arrivait un truc. Je pétais des câbles, mais pas devant tout le monde, tu vois, mais je m'énervais très vite et c'était très frustrant, très machin. Et au bout d'un moment, je me suis posé, j'ai dit, mais mec, en fait, c'est toi qui l'as voulu, tout ça. Tu n'as pas à t'énerver parce que c'est de la faute de personne. C'est toi qui as voulu ça. En gros, c'est toi qui t'es mis dans cette merde-là. Donc, assume, tu vois. Et donc là, c'est là où ça vient déjà de t'apaiser un peu plus l'esprit, de te dire, bah, en fait, je l'ai voulu, je sais ce que je veux. Et pour avoir ce que je veux, je dois passer par là. Donc, en fait, ça C'est sert à rien de excellent ça. s'énerver. Ça sert à rien de s'énerver et tu te calmes. Il faudrait Donc que ça, je te ça a montre mon mur parce qu'en fait, j'ai 6 choses affichées ici et l'une d'elles, c'est 100% responsable. ouais, C'est mais c'est ça, exactement en ce que tu fait. viens de dire. Excellent. C'est ça. C'est arrêter de se mettre des bâtons dans les roues et en même temps de se dire que tout est de ta faute. Mais comme une réussite, c'est grâce à toi, une erreur, c'est aussi grâce à toi. Tu vois. Et je dis bien grâce, pas à cause. Hein. Oui. C'est aussi grâce à toi. Est-ce que Mais t'apprends dans l'erreur? voilà, c'est ça. Mais voilà, ça a été les 2 premiers steps. Et après, là, un peu plus poussé en ce moment, c'est que je me suis rendu compte très vite, plus ça s'accélérait, moins mon temps m'appartenait. C'est-à-dire qu'il appartenait à mes rendez-vous, il appartenait à ma boîte, il appartenait à mes clients, il appartenait à tout le monde, sauf à Mathieu Laurençon. Alors que quand même, c'est quand même le mien, si tu veux. Et donc, ce que j'ai fait pour ça, c'est que tous les jours, je me lève 1 heure plus tôt. C'est très cliché, mais pour le coup, c'est ce que je fais depuis 90 jours maintenant. Je me lève 1 heure plus tôt et pendant 1 heure, je suis les life savers qu'ils appellent, scribing, et donc c'est de l'écriture, de la lecture, des affirmations, la visualisation, la méditation et du sport. C'est le Miracle Morning en fait. C'est le Miracle Morning, c'est ça. Et je fais ça depuis 90 jours. Et en fait, tu te replaces au centre de ta vie où tu te dis, bah, le projet, c'est l'entrepreneur. Donc, si l'entrepreneur va mal, le projet va mal. Si le projet va mal,
comment on fait pour protéger l'entrepreneur? Parce que pour que le projet aille mieux, il a besoin de l'entrepreneur. Donc, en fait, c'est te replacer au centre de tout ça en me disant, en fait, tout ça, sans Mathieu, ça n'est rien. Donc, du coup, Mathieu, il faut qu'il soit en forme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, c'est de se dire, l'entrepreneur, on va prendre soin de lui. Donc, moi, je prends soin de moi en m'accordant, en me forçant, en fait, à m'accorder du temps pour moi où je ne travaille pas, où je fais autre chose. Je vais me balader, je vais voir des gens, je vais rigoler, je vais couper court avec tout le travail, malgré le fait qu'il y ait des problèmes qui sont en retard, tu vois. Mais c'est de dire, là, à cette heure-ci, j'arrête et je fais tout pour pas y penser. Et prendre du coup ce temps-là pour moi et en prendre un petit peu tous les jours. Donc justement avec le Miracle Morning, tous les matins je prends 1 heure pour moi, pour mon développement, pour Ouais, c'est très bien. pour être au calme en fait. Parce qu'on va me sauter dessus de 8h à 22h, 23h. On va pas arrêter de me faire chier de 8h à 23h. Donc en fait de 7h à 8h, tout le monde dort. Donc en fait, c'est du temps pour moi. Et là, je suis tranquille et c'est là où je peux me poser, tu vois. Et tous les matins, en fait, je recharge mes batteries comme ça. Et bravo à toi. Super En fait, ça me rappelle une phrase qui dit que tu as le succès qui est lié à ton développement personnel. Ouais. Et du coup, en fait, tu peux pas aller plus loin si toi, t'avances pas. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu nous dis depuis quand même pas mal de temps là, mais d'une façon un petit peu détournée. Et j'aime beaucoup cette vision-là, puisque on oublie qu'en fait, on est responsable de notre succès, on oublie qu'on est responsable de notre vie. On a tendance à l'oublier en tout cas, donc c'est très bien ce que tu dis. Ça rappelle qu'il y a quand même de l'enjeu derrière ce que tu fais, et il faut être vraiment engagé. Ouais, c'est ça. Et après, tu vois même ta vie différemment. Tu vois, il y a un exemple qui me vient en tête. Et au début, tu vois, passer 1 heure sur Netflix, je me sentais coupable. Je me sentais coupable parce que du coup, c'était 1 heure que je passais pas sur ma boîte. Par contre, aujourd'hui, en prenant le problème à l'inverse, en disant, en fait, le temps pour ma boîte, je le prends déjà largement assez. Il y a pas de, je mets déjà tous mes efforts là-dessus. Par contre, pour me préserver, il faut que je prenne 1 heure de Netflix pour pouvoir travailler 7 heures sur ma boîte, tu vois, par exemple. Et donc, en fait, tu savoures beaucoup plus ces moments parce que tu sais qu'ils sont pour toi, tu sais qu'ils sont pour couper ton cerveau, pour te reposer, pour penser à autre chose. Et t'apprécies beaucoup plus ces moments-là, tu vois. Ouais, bien Tu sûr. passes de 7 heures sur Netflix, j'aurais pu la passer à travailler, à 7 heures sur Netflix, c'est mon petit plaisir, c'est mon petit bonheur à moi, tu vois. C'est, enfin voilà, je sais pas et si tu t'es préservé. c'est clair. Ouais, voilà, où tu te préserves et tu prends soin de toi. Ce qu'il faut bien comprendre, et toi qui nous écoutes, c'est qu'on n'a rien sans rien, quoi. Honnêtement, enfin, je veux dire, c'est ce qu'on essaie de te faire. Il n'y a pas de repas gratuit. S'il n'y a pas de repas gratuit, c'est ce qu'on essaie de te faire comprendre depuis le début, c'est que il faut que tu te bouges, quoi. Il faut que tu passes à l'action et il faut que tu arrêtes de te poser des questions. Et Mathieu, c'est ce qu'il a fait et c'est ce que Thierry et moi, on essaie de faire jour le jour. C'est d'agir et en fait, c'est juste un switch dans ta tête. On te l'a déjà dit. On t'a dit que si tu voulais devenir entrepreneur, si tu voulais investir dans l'immobilier, en fait, c'est juste un switch dans ta tête. T'es capable de tout faire. Tu peux faire n'importe quoi. Et il faut se donner les moyens. Et après, il faut évidemment penser à soi, mais après ça, je pense que c'est quelque chose qui vient après, tu vois. Ouais, il faut quand même fournir un petit peu d'effort pour après se permettre de faire ça, puisque exactement. Il faut pas se servir de ce qu'il vient de dire comme une excuse, c'est-à-dire que tu peux pas passer 14 heures dans ton week-end à binge-watcher tout Netflix et après te dire ouais, mais c'est pour me faire du bien. Non, il y a quand même une part de travail avant à fournir pour après te reposer quand même. Ah oui, je me suis peut-être mal exprimé, mais Non, voilà, pas faut du pas tout. que ça soit interprété comme ça. C'est plus dans le sens où l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et dans ton marathon, t'as des ravitaillements. Sur un sprint de 100 mètres, t'as jamais de ravitaillement. T'as pas Usain Bolt qui s'arrête boire sa meilleure sangria, tu vois, avant de repartir et de fusiller tout le monde. Sur un marathon, t'as des ravitaillements. Et là, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ouais. C'est de se dire, je me donne à fond sur les quelques kilomètres que représente ma journée. Par contre, le soir, si je prends pas mon ravitaillement, le lendemain, ça va être compliqué, tu vois. Faut plus le voir dans ce sens-là de, tu fais un marathon ou un hyper trail, tu vois, les trucs qui font 180 km parce que c'est même encore plus long qu'un marathon. Mais les marathoniens, ils sont prêts à perdre quelques minutes pour le ravitaillement plutôt que de continuer à courir sans s'arrêter et passer à côté du ravitaillement. Et c'est plus sous cette forme-là de, ok, une fois que tu cours, il faut savoir faire des pauses parce que sinon tu pourras pas finir la course. Très belle image. C'est plus sous ce format-là. Et du coup, ça m'amène à une autre question qui m'est venue. C'est sur la partie échec.
C'est quelque Ouais. chose aussi qui nous tient à cœur. Terry en a beaucoup parlé parce que bah voilà, il a fait face ces derniers J'ai temps. échoué beaucoup. Non, mais enfin voilà, enfin je veux dire, il y a des projets qui n'ont pas abouti. Moi, c'est pareil. J'ai parlé de certains de mes projets que j'ai très mal gérés. C'est dans l'échec qu'on apprend, ça, on le sait tous. Est-ce qu'il y a, tu as parlé à un moment donné que tu as failli arrêter quand tu étais tout seul. Est-ce que Mm. depuis ce jour-là, il y a des moments où il y a eu un moment, alors je sais pas, peut-être que ça sera personnel, peut-être que tu veux pas en parler de quoi, mais est-ce qu'il y a eu des passages qui étaient très compliqués? Comment tu as réussi à les gérer et voilà. Ça, pour le coup, il y en a énormément. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as choisi Mm. et tu sais que de toute façon, si ça tombait du ciel, en fait, je me prends pas pour quelqu'un de plus intelligent ou plus fort que les autres. Donc en fait, si je veux y arriver, là où d'autres bah, ne font pas comme moi et du coup n'y arrivent pas, bah faut que tu vois, ça va pas tomber tout seul. C'est-à-dire que faut que je bosse encore plus, faut que je me projette, enfin, je sais pas, faut que je me ramasse encore plus parce qu'on parle Mm. de l'échec là, tu vois, c'est de dire face à un échec au début, c'était OK, la boîte fonctionne pas, c'est Mathieu qui fonctionne pas parce on parle depuis tout à l'heure du fait que quand même l'entrepreneur est quand même très lié à la boîte et à sa Oui, bien réussite sûr. et aussi à ses échecs. Et après, tu te rends compte que tu as certains échecs où tu as fait du mieux que tu pouvais Mm. et que ça n'a pas fonctionné. Et au début, je me disais, bah, ça n'a pas fonctionné, tu vois, t'as pas fait aussi bien que ce qu'il aurait fallu que tu fasses, ça fait chier, tu vas pas y arriver, tu remets tout en question, tu remets en question la boîte, tu remets tout en question, même ta vie perso à la fin. Et après, en fait, moi, je sais que j'ai un moment, je suis tombé très bas. Et en plus, c'était le Covid parce que les premières années, là, on en a passé un peu à la rigolade. Je m'amuse à dire que la semaine de lancement, c'était le 17 mars. Mais le 17 mars 2020, je chiais dans mon froc, passez-moi l'expression, mais j'étais pas bien du tout. Parce que je venais de monter une boîte à 18 ans et la plus grande entité de France qui s'appelle l'État venait de dire non, tu ne vas pas travailler. Parce que les bars, tes clients, ils sont fermés de toute façon. Et là, en fait, tu te rends compte que moi, je l'ai vécu comme un échec parce que du coup, on a planté notre lancement, Mm. on n'a pas fait le chiffre d'affaires qu'on devait faire sur l'année. Tu vois, il y a tout plein d'échecs, mais Mm. indépendants de ma volonté et de la Ouais. volonté de beaucoup de gens, tu vois, si on parle du Bien Covid. sûr, ouais. Mais après, il y a eu des fois où tu descends tellement bas, mais tellement bas, où tu te dis, mais là, en fait, pour mon bien et pour tout, il faut que ça s'arrête. Mm. Parce que tu prends échec sur échec sur échec sur échec qui t'emmène toujours encore plus bas. Et puis, par je ne sais quel miracle, tu continues d'y croire et tu restes à l'écoute des opportunités. Tu sais ce qu'on disait un peu au début, Oui. d'être dans cette position, ce mindset de dire, OK, je suis à l'écoute, tu vois, je reste vigilant quand même à ce qui se passe autour de moi. Et ben ça, c'est à chaque fois ce qui nous a permis de remonter la pente. Pourquoi? C'est que dès que Payapat s'est vraiment cassé la gueule bien fort, derrière, on est remonté encore plus haut. C'est-à-dire que si je fais une courbe dans votre sens, ça va faire comme ça, hop, down, et après on va remonter encore plus haut. Puis redown, puis encore plus haut. Mais en fait, à chaque fois que tu remontes plus haut, tu retombes encore plus bas derrière. Et c'est pour ça qu'on dit que l'entrepreneuriat, c'est un peu des montagnes russes. Tu vois, c'est tu fais des loopings. Des fois, ça marche, tu sais pas pourquoi, et des fois, moi, il y a une phrase que je dis souvent que j'adore, c'est j'ai réussi avec un peu de chance des fois, et j'ai échoué avec beaucoup de talent. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai pas compris pourquoi ça a marché, et j'ai même pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Et des fois, je me suis planté alors que pour moi, j'ai tout fait. Tu vois, j'ai donné le meilleur de ma personne pour y arriver, et pourtant je me suis planté. Et donc du coup, après, il faut prendre ce recul face à l'échec, de te dire, ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué et comment je vais m'en servir pour remonter encore plus haut. Tu vois, les montagnes russes. Et un exemple qui est très parlant, c'est pendant le deuxième confinement. Donc il faut savoir que Payapat n'avait pas le droit aux aides de l'État, parce que pour avoir les aides de l'État, il fallait avoir fait du chiffre d'affaires. Et nous, on n'avait Ah, pas fait de chiffre d'affaires en 2019, vu qu'on L'enfer. n'existait pas. Et qu'on avait recruté des alternants à la réouverture des bars en se disant, bon, bah c'est bon, ils ont fermé une fois, ils pourront pas fermer deux fois. Manque de peau, ils ont fermé deux fois. Et pendant 6 mois, du coup, on n'a pas eu de chiffre d'affaires qui est rentré, que des dépenses qui sortaient et sans aide. Et à la fin donc pendant le deuxième confinement, je suis descendu très très bas et je me suis dit mais en fait on va pas y arriver quoi, on nous aide pas en faisant ça. Ça nous a permis de se poser des questions, tu vois. C'est quelque chose qu'on a appris Hugo en cours de business model, tu vois. Mais comment faire pour transformer ce business model pour que l'entreprise continue de fonctionner malgré une tempête, tu vois. Bah c'est ce qu'on a fait. On a lancé une gamme pour les particuliers en se disant,
façon, les bars, ils sont fermés, donc on va vendre à qui on peut vendre. On va lancer une gamme pour les particuliers. Cette gamme, on l'a lancée. Et un mois après, on nous a contacté, un revendeur sur Amazon, il nous en a commandé pour 15 000 euros. C'était à peu près ce qu'on avait perdu pendant le Covid. Et on a sorti une gamme que lui a acheté en premier. Donc, on a eu notre POC avec notre premier client et le plus gros client de Paille à Pâte. Oh, putain, Et il a acheté cette gamme. Et tu vois, et après, rebelote, on avait récupéré l'argent qu'on avait perdu pendant le Covid. Et en avant Guingamp, on était reparti pour un tour, tu vois. Et Trop bien. donc, et avec le recul et plus en plus d'échecs accumulés, c'est de se dire, au début, il me fallait 2 semaines pour m'en remettre. Le Covid, il m'a fallu 2 semaines pour me remettre du fait que, ok, on va pas avoir de clients ouverts. Le deuxième confinement, il m'a fallu à peu près 1 semaine à me dire, ok, non, mais là, on va trouver une solution, ça fait chier, mais on va trouver une solution, même si c'est la merde, pour que Paille à Pâte continue. Et fin 2021, on se fait arnaquer par un fournisseur italien qui nous pique 75% de notre trésor sans jamais nous livrer. Mais non. Wow. Et si. Et ça a été pour moi un des plus gros échecs de ma vie. Parce que là, pour le coup, c'était de l'humain à l'humain. Autant Covid, Ouais. bon, c'est pas de ta faute. Ouais, Autant là, c'était de l'humain à l'humain et c'était moi qui l'avais berné personnellement, tu vois. Putain. Et ben là, il m'a fallu 24 heures. Où je me suis dit, 24 heures, le lendemain, j'étais prêt à descendre à Naples pour aller m'expliquer avec lui. Mais il m'a fallu 24 heures, une bonne nuit de sommeil, et le lendemain, j'étais OK, c'est quoi mon plan d'action pour redresser la barre? Parce que c'est Impressionnant. OK l'échec, Ouais, tu vois. franchement, C'est de se dire, OK, j'ai échoué, mais si je me lamente pendant 2 semaines, je perds encore 2 semaines sur cette connerie, tu vois. Donc, OK, l'échec, il est là. J'ai analysé, j'ai dit, c'est ça que j'ai mal fait, c'est ça que j'ai mal fait, c'est ça que j'ai mal fait. Je ne referai pas l'erreur. Et là, on s'est plus jamais fait arnaquer par un fournisseur, du coup. Mais je ne referai pas l'erreur. Donc maintenant, j'avance. Et tant pis, c'est fait. Je pourrais pas revenir en arrière. Ça existe, c'est fait. Maintenant, j'avance. Quelle est la solution? Et c'est toujours se tourner vers l'avenir coûte que coûte et se forcer à se tourner vers l'avenir, faire une rapide analyse de ce qui a pas fonctionné, ce qui a fait qu'on a échoué, et très vite se forcer à se tourner vers l'avenir parce que ta vie à toi ou ta vie la vie de l'entreprise, elle continue d'avancer, tu vois. Avec ou sans toi, elle va continuer à avancer, soit pour couler, soit pour se développer. Ta vie, avec ou sans toi, le temps, il va continuer de s'écouler. Donc, en fait, soit tu prends le train, soit tu restes à quai, mais c'est ton problème. Avec l'échec, c'est pareil. Là, tu t'avances. Coûte que coûte, en fait, t'avances. Tu restes jamais immobile parce que c'est là où tu meurs. L'inaction tue, l'aventure rarement, mais l'inaction, ça tue des gens. Donc, en fait, c'est pareil pour moi avec l'échec et c'est de se dire comment je vais transformer ça en une force pour la suite. Ok. D'où l'importance de bien s'entourer également, je pense. Et alors, il y a la notion de bien s'entourer, mais il y a aussi la notion de changer son mindset dans sa tête parce que bien l'échec, on le voit comme quelque chose, tu vois, d'encore péjoratif. Ça a une notion péjorative quand même, l'échec. Mais Ouais, bien sûr. en même temps, ça t'apprend tellement. Moi, tout ce qui a fait que j'ai grandi et que Paille à Pâte a grandi, c'est grâce à ces échecs. Ouais, t'apprends beaucoup plus par l'échec. C'est ça. Pourquoi aujourd'hui? Parce que là, je vous ai expliqué qu'on avait monté une ligne, etc. Mais réellement, pourquoi on la monte? Ça, c'est intéressant. C'est la vraie question, c'est parce qu'en fait, quand on s'est planté avec nos fournisseurs, on a fait des erreurs sur les délais de production que ça pouvait prendre, on a fait des erreurs sur les fournisseurs en eux-mêmes parce qu'ils nous arnaquaient, on a fait des erreurs sur le prix d'achat, on a fait des erreurs sur tout ça, et donc en fait, toutes ces petites erreurs nous ont emmené un jour à dire, ok, la solution pour ne plus faire ces mêmes erreurs et pour être tranquille, avec des grands guillemets tranquille, tranquille, Oui. on va monter notre propre ligne et on va avoir la main là-dessus et on va maîtriser tout ça. Mais ça, jamais sans les erreurs, on aurait pu arriver à là. Parce que clair. si acheter et revendre depuis l'Italie, ça fonctionnait super bien et que on n'aurait jamais monté l'usine et peut-être que une fois qu'on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, le fournisseur, il nous aurait dit allez vous faire voir et on perdait une boîte qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Là, on a fait l'erreur, c'était tôt, tu vois. Et c'est OK de faire des erreurs. C'est encore plus OK quand tu as 18, 20, 25 ans, tu vois. Parce que de toute façon, tu ne peux pas savoir. Moi, j'ai tout appris dans Paille à Pâte parce que j'ai échoué. Il y a 2-3 trucs où je me suis formé quand même. Oui, mais bien sûr. les grandes notions qui m'ont permis d'avancer et de faire avancer le projet, c'est parce qu'à un moment, on s'est planté. Et que, OK, j'ai essayé ça n'a pas marché, c'était l'option B. Tu vois, l'option A, c'est un échec. C'était l'option B. Et du coup, la prochaine fois, tu choisiras directement l'option B. Et c'est ça qui te rend meilleur, en fait. C'est pas la réussite, parce que t'analyses jamais pourquoi t'as réussi. Moi, le premier. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais c'est une très belle leçon de vie, en fait. En fait, j'espère que vous réalisez quand même que là, c'est un retour d'expérience qui est quand même hyper précieux. Et
qui va dans le sens de ce que nous on essaie de vous transmettre. Et merci Mathieu pour ce que tu nous dis, parce que franchement c'est hyper inspirant. Enfin c'est clair. Enfin moi je me lève le matin pour ça, quoi, parce que non mais c'est vrai, tu vois, on parlait de flammes qui brûlent en nous, de ce feu sacré. On le sent en fait quand on t'entend parler, et on le souhaite à tout le monde, et on veut le transmettre à tout le monde, tu vois. Donc merci pour ça. Il faut pas laisser les éléments extérieurs en fait l'éteindre, cette flamme. Tu vois, via de l'échec, via tout ça, pour moi c'est ce qu'il y a de plus précieux au fond de soi quand tu veux entreprendre, et c'est la seule clé de ta réussite, elle est dans cette flamme en fait. Clairement. Elle est dans cette flamme, et la manière dont tu vas être capable de l'attiser et faire en sorte qu'elle grossisse et qu'elle grandisse. C'est rien d'autre que ça, c'est au fond de tes tripes en fait. Ta réussite, elle est au fond de tes tripes, elle ne viendra pas d'ailleurs. Non, ça tient qu'à toi. Oui, c'est intrinsèque. Bon, ça fait déjà un très long podcast. On te remercie quand même pour tout ce que tu nous as donné, puisqu'il y a énormément de valeur. Je sens que ça pourrait nous aider, aussi déjà, pour la suite. Mais en plus, pour les gens qui nous écoutent, c'est top. J'espère. Incroyable. Est-ce qu'on peut essayer de faire un résumé Tu te sens, Hugo, de faire un petit résumé de tout ce qui a été dit, parce que là, il y a eu beaucoup. Ouais, il y a eu beaucoup. Mais en gros, on a parlé de l'histoire de Mathieu, de comment il est arrivé de passer d'étudiant à créer une boîte qui a vendu en 3 ans 4,5 millions de paille en pâte. On a parlé de prospection, de passer à l'action, de comment il a fait pour obtenir ses premiers clients. On a parlé de branding. On a parlé d'échec, sa résistance à l'échec, de son mindset, de comment il arrive à réconcilier sa vie personnelle avec sa vie d'entrepreneuriat. Et on a aussi parlé beaucoup de savoir s'entourer, exactement, c'était ça. Et donc du coup, pour finir ce podcast, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais poser la question à tous les gens qui vont venir sur cette chaîne. Qui c'est que tu conseillerais de suivre sur LinkedIn, sur YouTube ou sur les réseaux? Tu peux nous donner le nombre de personnes que tu veux, en tout cas les personnes qui t'inspirent le plus, qui pourraient inspirer d'autres personnes. Moi, je pense que j'ai pas de nom comme ça en tête, mais en fait, autour de chacun de nous, on est déjà inspiré par certaines personnes qui sont pas forcément sur LinkedIn, qui sont pas forcément sur YouTube, mais en fait, c'est d'être attentif à qu'est-ce qui nous inspire dans notre environnement personnel. Des noms sur LinkedIn, j'en ai plein de gens inspirants, tu vois. Mais en fait, je pense que chacun doit le trouver, lui ou elle, autour de soi, dans son environnement proche, et d'aller toujours plus vers des personnes qui l'inspirent. Et si tu suis ça dans ta propre vie, t'as même pas besoin d'en trouver un sur LinkedIn ou sur YouTube, parce que ça sera beaucoup plus riche que de le faire via un écran, tu vois. Mais après, s'il faut des noms sur LinkedIn, j'aime bien la manière dont Anthony Bourbon communique. Même si on peut lui attribuer beaucoup de défauts comme beaucoup de qualités. J'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau de sa communication, et je trouve qu'il y a quand même des choses qu'il dit qui sont très vraies, et il est transparent sur comment, lui en plus de ce que je comprends, il en a bien chié pour entreprendre. Donc ouais, lui ça peut être intéressant. Je l'ai vu en conférence, il est très inspirant. Ouais, je le trouve très inspirant, et il résume bien en fait ce que c'est l'entrepreneuriat, et sans dire que c'est facile. Je l'ai jamais entendu dire que c'était, tu vois, qu'il avait réussi, que c'était facile, que c'était tout ça. Et c'est important de se rendre compte que c'est pas facile, c'est possible, mais pas facile. Merci Mathieu encore pour tout ça. Je vous en prie. On aurait pu parler encore de plaisir. plein de choses, mais en fait tu reviendras sur cette chaîne avec grand plaisir. On vous dit toujours la même chose chaque semaine. Il faut que vous continuiez d'évoluer et d'investir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. On vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, on vous fait la bise. Ciao. La bise. Au revoir.